bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Et ce soir, c'est pas une équipe titulaire qu'on a autour de la table, c'est carrément tout le club, à défaut d'un seul qui travaille malheureusement, c'est Yves, mais qu'on sait qu'il nous écoute et qu'on embrasse. Mais autour de la table, on a du beau monde. On a déjà 2 invités supporters les plus récurrents de cette émission. Henri, comment ça va ? Super bien, et toi ? Ça va, merci. Et Mehdi. Ah, ça y est, j'ai basculé. Ah bah ouais. Bonsoir à tous. Chroniqueur supporter maintenant, non ? Ouais, bah oui. Qui a enchaîné quand même 2 émissions d'affilée, c'est quand même un record. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est un record depuis le mois d'août, de toute manière. Ce que je dis, Henri, il est là plus souvent que moi. Il termine l'année en beauté comme Ratao, quoi. Après, vous en avez l'habitude, c'est nos 3 milieux de terrain travailleurs. Je danse de la même manière, d'ailleurs. On va bien voir ça. T'es filmé, on va pouvoir nous montrer. Nos 3 milieux de travailleurs, c'est Nathan, Auxence et Vincent. Comment ça va, les gars ? Ben ça va. Hein. De retour des Costières, ça va, merci. Bonsoir à tous. Ouais, ça va, toujours bien accompagné. On est serré, c'était plaisir de voir autant de monde. On s'habitue, il faut pas y prendre goût, hein, parce qu'au stadium, on va être bientôt autant qu'ici. Donc, content de voir. Ouais. Et à la technique, c'est pas un technicien, c'est pas 2 techniciens qu'on a. C'est les 2 meilleurs. On les a réunis ce soir pour faire un vrai battle. C'est Elliot et Mathis. Comment ça va, les amis ? Ça va très très bien. Nickel. Hein. Non, Elliot, tu formes le stagiaire alors ? Ouais, exactement. Sinon, il y a quand même à tête que moins et moins ça fait plus, hein, parce que là, ça va pas être terrible. Hein. Exactement. Et on a aussi Marianne qui nous prend des photos. Donc vous aurez des belles photos de cette émission à retrouver sur nos réseaux. Et en parlant des réseaux, les gars, on a toujours le Facebook Live sur de la feuille de match. Vous pouvez réagir. Henri, malheureusement, ne pourra pas commenter parce qu'il est carrément en direct avec nous. Donc ça va de prendre le portable, Henri. Je suis frustré là. Bon, on en aura d'autres bien sûr qui nous suivent. Est-ce qu'on Chromecast aussi sur les autres pages, Vincent ? Oui, sur la page Facebook de Good Morning Toulouse et sur la page Facebook de Radio Occitania. Pour les flemmards, il y a aussi le lien sur Twitter et sur Instagram. Du coup, abonnez-vous. La feuille de match. Exactement. Le programme aujourd'hui, il est simple. C'est un bilan. On va séparer le bilan en plusieurs thèmes. On va voir le bilan des jeunes et des féminines. Ça, c'est Nathan qui nous l'a préparé. On va faire un petit bilan sportif, classement, le plan de jeu, tactique, etc. Et ensuite, dans une deuxième partie d'émission, on fera un bilan mercato. On va prendre toutes les recrues du mercato estival une par une. On va leur dresser un petit bilan. Ça, c'est Auxence qui nous l'a préparé. On fera aussi on va essayer de se projeter sur le futur mercato qui va ouvrir ses portes très bientôt. Et on finira par 2 quiz. On pourra faire aussi un bilan sanguin. Là. J'en vois 2 qui portent le masque, ça m'inquiète un peu. Ça, c'est pour plus tard. Merci. Donc voilà pour le programme, même la musique, hein, vous allez voir, on est très bilan ce soir, hein, je n'en dis pas plus, c'est déjà un énorme indice. Messieurs, est-ce que tout le monde est prêt ? Et bien alors ? Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez les amis, on va déjà commencer avec une petite news, et ça c'est pas la bonne nouvelle malheureusement de cette semaine, mais les annonces du gouvernement ont fait que le TFC a suspendu sa billetterie jusqu'au 5 janvier, si je dis pas de bêtises, et que la jauge des supporters passe à 5000, sauf si on devient des meetings politiques, mais bon ça c'est une autre histoire. Messieurs, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le futur de la saison ? Comment ça ? Sur l'impact sur les résultats du club, ça va surtout avoir un impact parce que petit à petit il y avait de plus en plus de monde au stade et que là ça va baisser. Après il va y avoir tous les abonnés vont pouvoir y aller. Puisque en début de saison c'était 3800, on avait des abonnements de mi-saison, peut-être que ça va monter autour de 4000, avec les invités, les trucs, les machins, on va vite être à 5000, donc ça veut dire que sachant entre guillemets, monsieur tout le monde pourra pas y aller quoi. T'as la sécu, t'as les organisateurs, l'organisation, les stadiers, etc. Hein. Ouais, bien sûr. Après il faut sûrement garder le fonctionnement des 2 tribunes, c'est ce qui faisait depuis le début de l'année, ouais, parce que c'est qu'on verra un Coupe de France par exemple, ce qu'on a vu contre Nîmes en termes de population présente au stade, ça risque de ressembler à ça, quoi. Soit c'est ça, soit ils vont tous nous rapatrier en honneur nord. Hein. Après, ne vous inquiétez pas, le TEF a suspendu la billetterie, mais tiendra au courant en fonction, parce qu'il y a un match le 10 janvier face à Nancy, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ils vont nous tenir au courant assez rapidement. Bon, c'était la petite news qui fait chier, on va pas se mentir. On va faire avec, vu la situation, ça fait chier, mais c'est normal. C'est peut-être le moins pire possible. Oui, c'est ça. On s'en sort bien pour le coup, parce qu'au niveau logistique, il n'y aura pas trop de problèmes. Ils n'auront pas de sélection à faire, pas de choix, vu que avec les abonnements, mi-abonnements et tout, on est quand même en dessous des 5000. Donc c'est déjà moins grave que l'an dernier. Il y avait le cas de figure où il fallait faire tourner les tribunes. On aurait pu penser que le gouvernement retienne un pourcentage par rapport à l'affluence totale, enfin la capacité totale du stade, parce que 5000 dans un stade de 30 000, c'est peut-être pas la même chose que 5000 dans un stade de 10 000 quand même. Ah ben
mais Rodez et Pau, ils vont pas être emmerdés. C'est ce qu'il disait, les coups de ténor. Ouais. Bon, messieurs, on va enchaîner parce qu'on a quand même plein de choses à dire. On va passer au petit bilan du centre de formation et des féminines. Et là, on se retourne vers Nathan qui a bossé et, en partenariat avec la Binocle, si je dis pas de bêtises. Et du coup, quel est le bilan de tout ça? Et si vous avez suivi les émissions pour avoir été là assez souvent, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal de bons résultats. Quand même. Attends, la petite vanne. Ouais, juste la Binocle, en fait, c'est dans Wikipédia, quoi. Tu vas dessus, tu tapes les recherches, tu fais copier-coller et tu lis, quoi. Eh oui, exactement. C'est et ça, travail les de fond, quand même. On les embrasse. On les embrasse tous. Ça va, Mehdi? Je ne suis plus de ce monde-là. T'es guéri, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il a le carte de masque. Lève ton masque, ouais. Et Nathan, Pour c'est à éviter toi. la rechute. Alors on va débuter avec la N3, on va dire ceux qui nous ont le plus déçus peut-être depuis le début de la saison en termes de résultats. Donc première moitié des saisons assez mitigée pour la réserve, donc 9e sur 14 avec 12 points pour un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 10 journées. Dans les objectifs de montée, ils semblent lointains puisqu'ils comptent quand même 12 points de retard sur Alès. Et le 13e, Fabrègue, n'est qu'à 6 petites unités derrière. Est-ce qu'on vous a dit qu'on avait vu Alès lors d'un match de Coupe de France face à bon Clicquot? C'est marrant, tout ce que tu dis est écrit sur la feuille qu'il y a devant moi. Ah bon? Bah dis donc alors. C'est peut-être le point noir, ça, la N3. Enfin, on va en parler. Ouais, Termine, c'est ça. C'est Par rapport au reste, c'est sûr. on est tellement satisfait du reste. Bon, on en viendra après, mais c'est vrai que c'est un peu la déception de cette année, quoi. Donc il y a eu 2 phases cette année pour la réserve avec un début de saison compliqué où il aura fallu attendre la 5e journée pour décrocher le premier succès face à Rodez. Puis il y a eu une série ensuite de 3 victoires en 4 matchs avec 8 buts marqués notamment. Puis la défaite à domicile face à Balma qui est venu un peu entacher cette bonne spirale. Donc à noter que mis à part Rodez, Toulouse ne s'est pas imposé justement face à une équipe qui était située devant elle au classement. Donc voilà, ça montre que la place qu'occupe aujourd'hui la réserve, elle est quand même assez méritée. Donc le mois de janvier serait important pour la réserve avec des déplacements et des réceptions de Cador, donc notamment Alès qui va venir sur l'annexe du stadium à la reprise le 16 janvier si je ne dis pas de bêtises, et un déplacement à Blagnac ensuite. Et pour finir, Toulouse va affronter des équipes de fin de tableau, à savoir Castanet et Nîmes. Donc ça va être là où il va falloir gratter des points et voir s'il y a une possibilité de recoller au top 5. Ce serait quand même bien parce que là on est quand même 9e. Le fond de tableau de N3, c'est quand même pas terrible. Donc au niveau individuel, beaucoup de joueurs pros sont venus renforcer la réserve. Zobo, Skita, Bangré, Begraoui, Mvoué. Et certains se sont mis beaucoup plus en lumière, à l'image de Bangré, qu'on avait été surpris en début de saison de le voir à ce niveau-là en Ligue 2, qui avait même claqué un triplé à Narbonne. Des joueurs aussi comme Begraoui ou Skita qui peinaient à trouver du temps de jeu avec l'équipe 1 et qui avaient fait des prestations plutôt correctes. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a un manque d'expérience et de gestion dans l'effectif avec des retournements de situation ou des difficultés à gérer les scores par exemple. Begraoui, Auxence J'ai été sûr. Qu'est-ce que t'en penses? En N3. À chaque fois, c'est doublé. Et je crois qu'il c'est un doublé ou 2 doublés, un triplé, un doublé, un truc comme ça. Je sais pas s'il met un triplé. Je sais que il a triplé quoi sur Rodez. C'est Rodez qui nous le confirme. Et après, il y a un autre doublé. Donc quand il redescend, il est entre deux en fait. Et ça, justement, je vais pas m'avancer parce que c'est un peu mon sujet pour le mercato des recrues. Donc voilà, tu passeras le décembre avec lui, il paraît, c'est vrai. Il est bon. Donc la recrue de la N3, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est pas difficile aussi pour une équipe comme la N3, qui est une équipe réserve, d'avoir des jeunes, mais aussi des pros qui descendent, des mecs qui s'entraînent pas forcément tout le temps ensemble? Quand on dit tiens, il y a les pros qui descendent, c'est chouette, ok, mais les mecs qui sont entraînés avec le groupe, sont pas entraînés forcément avec la réserve. Et oui, et puis il y a des matchs où ils se retrouvent où il y a que seul pro dans l'équipe aussi, donc c'est vrai que ça déséquilibre un petit peu. Quand tu as par exemple, je crois il y a une fois où il y avait quand même 8 ou 9 joueurs pro au coup d'envoi, donc tu sors de là et un week-end après tu te retrouves avec que des jeunes, peut-être des U19 qui montent en N3. T'as même des, si je dis pas de bêtises, t'as Guillaume Rest, le gardien qui joue la plupart. Je sais pas si c'est même pas une 17 deuxième année lui. Donc c'est un 19. C'est une 19 première année. Bon voilà, tu fais les de 2005 je crois, un truc comme ça. Donc c'est sûr que t'as des très 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 jeunes joueurs dans cette équipe là. Et non, c'est surtout et c'est compliqué d'avoir une régularité chez ces équipes 2. Il y en a qui arrivent très bien à le faire. Après il y a des clubs qui misent un peu plus sur la stabilité aussi sur leur équipe réserve. Nous c'est vraiment
il t'annonce un objectif de montée, mais quand tu changes 6-7 joueurs tous les week-ends, c'est absolument pas, c'est impossible. C'est impossible. Et là même, il va falloir lutter pour pas descendre. Honnêtement, c'est ça qui va être le plus chaud. Quoi. Ah mais ça c'est catastrophique. Ah non mais ça c'est catastrophique. Après, à chaque fois qu'ils ont affronté des équipes moins bien classées, ça finissait toujours en victoire. Donc on sent qu'il y a quand même, c'est une équipe de milieu de tableau. Il y a toujours, il y a un fossé avec les équipes de devant, mais derrière, voilà, ils avaient gagné à Fabrègues, à Narbonne. Avec la manière en plus, donc c'est vraiment qu'il y a un fossé et on est vraiment, je pense, situé à la place où on doit être. Mais t'as des très jeunes, c'est pas très homogène quoi, parce que t'as des joueurs qui sont un peu entre deux quand ils redescendent, bon mais tu vois qu'ils sont un peu au-dessus. Après c'est pas trop mal parce que ça a servi de tremplin. On voit Skita là, en fin d'année là. Bien sûr. Ça lui a servi de jouer un peu là avec l'équipe 2, ça lui a servi. Mvoué, pareil, il a fait 2-3 bonnes prestations qui lui ont permis après d'intégrer le groupe. Begraoui, ça lui permet, le copain d'Oxens, on va l'appeler comme ça, ça lui permet pareil d'avoir du temps de jeu, de prendre de la confiance pour un attaquant, de marquer des buts. Et voilà, ça sert aussi à ça. Et... c'est plus, c'est vraiment une équipe tremplin. Et puis de les voir aussi impliqués, en général, quand tu es rétrogradé, quand tu es pro, que tu vas jouer en 2, t'as pas forcément l'attitude qui va avec. Et là, on voit que c'est quand même des joueurs qui veulent se montrer, que ce soit Skita, Begraoui. Donc c'est quand même c'est quand même qu'il y a une bonne mentalité aussi derrière. Donc ils ont peut-être pas le niveau, mais il y a quand même une bonne mentalité. Ah oui. Ouais, de toute façon, il y a certains joueurs de cette réserve qui savent que s'ils se montrent, ils auront peut-être une occasion de briller, par exemple en coupe, d'être sélectionnés en coupe, et donc c'est peut-être un accessible pour eux intéressant. Mais c'est vrai qu'on a quand même besoin d'une équipe de réserve qui tienne la route et qui descende pas là, parce que là, ce serait quand même catastrophique. Bon, après, il y a quand même des réguliers, heureusement, Cerber, Zobo. Rapnouille, c'est des mecs qui sont tous les week-ends. De toute façon, ils sont avec l'équipe de 2. Ils ont des contrats pro, mais déjà quand ils font une apparition dans le groupe tous les 3 matchs, ils sont contents. Donc, heureusement qu'il y a quelques joueurs quand même qui sont là régulièrement. On enchaîne. Allez, les U19, là, on va parler de ce qui réussit. Donc voilà. De toute la chronique là qui reste, le moins bien classé est 2e. Donc c'est quand même pas mal. Quoi. Nul. On n'était pas habitué à ça, mais c'est pas mal. Là, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on est un bon centre de formation encore une fois. Exactement. Donc les U19, ils terminent cette première moitié de saison en tant que leader du championnat avec 31 points. Donc ils comptent 1 point d'avance sur Monaco et 3 sur la SSE. Donc beaucoup de régularité pour cette équipe qui mène une bataille féroce avec les 3 équipes citées. Et on peut même rajouter aussi le top 5 avec Montpellier et Nice. Le seul point d'ombre pour eux, c'est l'élimination à Koum Gambardella sur le terrain de Montpellier, qui a été donc mi-décembre. On sent également une fébrilité dans les matchs en jeu, puisque les 19 ils ont perdu à domicile 3 fois, et donc 2 fois face à des concurrents directs, donc Monaco et Saint-Etienne plus récemment. Donc au niveau individuel, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le gardien Guillaume Oreste, qui semble être le futur des gardiens pro au TFC, et Giacomo Pérez, donc l'attaquant qui était suivi par Sassuolo et l'Atalanta, qui est meilleur buteur du groupe D, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, il est dans les meilleurs buteurs du groupe D. Donc le championnat, pour eux, va reprendre le 16 janvier avec un déplacement sur la pelouse d'Ajaccio. On va finir avec les U17. Je donnerai la parole à Mehdi qui a eu l'occasion d'aller voir la seule défaite à domicile. Le sonore, il est là. Donc les U17, c'est une belle génération aussi, la génération 2005. Donc ils sont actuellement premiers ex-aequo à Montpellier. 30 points tous les deux, avec le même goal average. Et Montpellier bénéficie cependant d'une meilleure attaque. Donc début de saison exceptionnel pour eux, avec 6 victoires consécutives, justement après la défaite contre Montpellier. Beaucoup de sérieux d'application. Et voilà, Mehdi, toi, tu as eu l'occasion, je dis beaucoup de sérieux d'application, tu as vu la seule défaite. Qu'est-ce que tu en as passé, toi, du coup, sur le match que tu as été voir? Est-ce que le fait qu'on te dise la génération 2005, c'est une génération d'exception, est-ce que tu partages cet avis sur ce que tu as vu, du moins? Malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai absolument pas vu. Après, c'est un week-end où on entend 2-3 noms là, depuis le mois d'août, depuis des tournois qu'ils ont gagnés, etc. Et il me semble que moi, quand j'y étais, contre Muret, qui était d'ailleurs avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises, au classement, il manquait quelques joueurs cadres, notamment le numéro 6, je ne sais plus comment il s'appelle, Lamagny, quelque chose comme ça. Il a manqué quelques-uns des joueurs, et ça ne tournait absolument pas. Moi, le match que j'ai vu, c'était pas bon du tout. Il y a 1 ou 2 garçons qui sont vraiment pas mal, mais les meilleurs joueurs individuellement, après c'était aussi la manière de jouer de Muret qui faisait ressortir ça, les meilleurs joueurs individuellement, ils étaient pratiquement en face, quoi. Muret avait 2 joueurs, le 9, le 10, qui étaient que le TEF n'avait pas, parce que après c'est une manière de jouer. Les centres de formation aussi se concentrent aussi beaucoup plus sur le collectif, sur les déplacements, etc. Et là oui, on voyait que le TFC était un peu supérieur là-dessus. Mais si on parle juste individuellement des joueurs, si, il y a le numéro 7, j'ai oublié son nom là, le milieu de terrain. Nyombo.
c'est pas lui. C'est possible que ce soit lui. Bon, qui a un peu de caractère au milieu, qui était pas mal du tout. Voilà, j'ai plus le nom en tête, mais j'ai pas vu de gamin largement au-dessus dans ce que j'ai vu. Par contre, il y en a pas un qui est mauvais. Ça, c'est sûr. Si vous avez l'occasion, allez voir des matchs de U17, U19 nationaux. Parce que c'est pratiquement aussi intéressant que d'aller voir une équipe professionnelle. Ça va très vite, vous êtes au rez du terrain. C'est les cours à pied, c'est du ping-pong, ça va d'un côté, de l'autre. Ça peut être assez intéressant. C'est le football champagne. Ouais. Peut-être que le 9 et le 10 de Muret bientôt TFC. Hein. Oui, pourquoi pas. Il y a des partenariats, si je dis pas de bêtises, entre S Muret et le TF. C'est pas avec le RC Muret? Non, l'AS. Ok. Non, c'était une vraie question. S'il y a un partenariat, c'est l'AS en tout cas. D'accord. Le Sporting Nord-Toulousain aussi, non? Comment? Le Sporting Nord-Toulousain. C'est que pour les Il y a 2-3 joueurs qui sont sur les tablettes pour ce mercato d'hiver pour renforcer à bas coût. C'est un partenariat à buvette, ouais. Ça, c'est Panini malheureusement. Oui, surtout. Ouais. Allez, on enchaîne avec les féminines. Ouais, bah, du coup, c'était la transition pour que les matchs soient intéressants à suivre. Le prochain match, c'est le dimanche 16 janvier, justement face à Montpellier. Donc les deux premiers au classement, donc ça s'annonce être quand même assez intéressant à suivre. Donc comme l'a dit Mehdi, je pense que si ceux qui sont intéressés, qui veulent aller voir un peu de foot champagne, j'ai envie de dire, ça peut être cool à aller voir. Question bête, c'est payant ou pas ce niveau-là? Non, c'est encore gratuit. Non, c'est en général c'est le terrain le plus au fond, le synthétique, c'est le Bristaton, le numéro 4, le synthétique, c'est le Bristaton. Il y en a plusieurs des synthés, il y en a 3, mais c'est le plus près de la route. Voilà, c'est d'accès libre, tout le monde peut y aller. Et joue sur synthé, c'est pas mal. Les 17. Après les 19 alternent. Il me semble que parfois c'est à la Ramée, parfois c'est au stade Robert Barran, en haut à Pêche-David. Voilà, donc ça alterne un petit peu. Il vaut mieux se renseigner d'abord, aller sur le site de la FFF et voir où c'est, quoi. En fait, si tu veux vraiment jouer sur un bon terrain, il faut vraiment passer pro au TFC, quoi. Sinon tu galères toute ta jeunesse. Hein. Alors après les synthés, ils ont été refaits. Ils ont été refaits là. C'est un cours, mais bon, c'est pas. C'est ça. Ok, il y a des bons terrains. Non, on enchaîne. On va enchaîner avec les féminines. Donc du côté des féminines, on l'avait dit dans les émissions précédentes, mais on sent une réelle envie de développer donc, la section au sein du club, comme l'avait déclaré Comoli dans une interview fin novembre. Donc la RR, elle sort d'une première moitié de saison exceptionnelle, donc avec 21 points en 5 matchs et une différence de plus 31. Donc elle sera à égalité de points avec la réserve de Montauban. Et ont 3 points d'avance sur Roche. Mais ils comptent respectivement 1 et 2 matchs de plus que Roche et Montauban. Donc elle sort également en course en Coupe de France. Elle se déplace sur le terrain de Yzeure, donc équipe de D2, le dimanche 9 janvier pour la reprise. La R2, elle connaît un rythme similaire avec un total de 21 points en 8 matchs. Aussi, elle reprendra le championnat le 30 janvier avec la réception de Beaucaire. Et les U19, elles finissent en tête du classement national avec 6 points d'avance sur Marseille et un total de 25 points en 10 journées. Donc autant dire que ça tourne plutôt pas mal du côté des féminines. Chouette, ouais. Mais dis, toi, t'as affronté les U15 féminines aussi avec ton équipe. C'est les U16. Les U16, oui. Moi, j'ai les U15. Ça joue très bien au football. Ouais. Ça joue très bien au football. De toute façon, que ce soit la R1, la R2, les 19, elles ont presque toutes le même âge. Un ou deux ans près, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont assez âgées. C'est vraiment un groupe de très jeunes joueuses. Et si elles sont toutes formées de la même manière que les gamines que moi j'ai affrontées, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant au niveau des bases techniques, tactiques, etc. Aussi. Les déplacements. Alors il y a le manque physique par rapport à des garçons quand on joue contre des U15 garçons, etc. Mais sinon après c'est franchement très intéressant. Ils sont bien coachés, il y a du monde pour les encadrer et c'était franchement pas mal du tout. Et ça donne espoir. De toute façon le minimum c'est d'être en D2. Je pense qu'elles c'est l'objectif. J'espère qu'elles y seront. En tout cas, il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Et puis voilà, ça serait très bien. C'est la place minimum d'un club professionnel maintenant. Dans le foot moderne, si t'as pas au moins une équipe féminine en D2, c'est compliqué, quoi. Ça veut dire que tu veux pas, quoi. Henri, et le TFC ne voulait pas jusqu'à encore il y a quelques années, puisqu'on est descendu R. Les féminines, ça t'intéresse un petit peu ou ouais, je trouve que c'est intéressant que justement le club ait investi un peu en quelque sorte sur les féminines, puisqu'il y a quelques saisons, ça passait complètement à la trappe. Et donc, non, il faut avoir une section féminine aussi. Je pense que c'est important pour le développement du sport féminin en général, du foot féminin, et puis aussi pour un club professionnel d'envergure comme le veut être le TFC. Ouais, au moins au niveau national, quoi, parce que là, jouer au niveau régional pour un club comme Toulouse, c'est quand même c'est reculé pour mieux sauter, peut-être au final, c'est un peu comme nous avec la descente en Ligue 2, c'était peut-être mieux se restructurer et elle est plus de l'avant. Ce qui s'est passé, il y a eu un renouvellement. Ouais, tout à fait. C'est très jeune, très jeune. Et en tout cas, on sent l'intérêt du club pour les féminines. Et ça, c'est plutôt sympa.
Non, c'est chouette, puis même localement, on va pas se mentir. Enfin, nous on le voit aussi tous les week-ends. Ça, dans tous les clubs, sauf des sections féminines, il y a de plus en plus de joueuses. Donc il y a un vrai enjeu aussi sportif. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Toulouse, dans la région toulousaine, il y avait 4 clubs pro ou semi-pro chez les féminines. Donc il y avait déjà Montauban qui était par là, qui alternait entre D1 et D2. Portet, je ne sais pas s'ils sont montés en D2, mais en tout cas, il y avait Muret, il y avait l'SPTT Albi, il y avait déjà Rodez et on peut rajouter le TFC. Donc il y en avait 5 qui étaient en D1, D2 et qui tournaient. Je crois qu'à un moment donné, on en a eu 3 même en D1 en même temps. Ouais. Et bon, il n'y en a plus aucun en division, c'est un peu périclité, mais voilà, il faudrait peut-être retrouver au moins un club régional aussi en D1, ça pourrait être intéressant. C'est quand le TFC était trusté les premières places et les coupes, quand ça a éclaté un petit peu le club, justement, ils sont tous partis sur une diaspora dans la région parce qu'ils étaient bien, mais c'était pas encore le confort comme aujourd'hui de pouvoir être pro ou au moins vivre de ça. Donc c'est vrai qu'on avait un très haut niveau régional qui s'est malheureusement un peu perdu. Délité, ouais. Bon, en tout cas, c'est intéressant. On espère nous toujours aussi les recevoir et en discuter avec les protagonistes. Ça sera encore mieux. Vincent, tu avais des réactions. J'étais un petit peu oublié. Oui, je viens d'avoir une que je peux pas lire déjà à l'antenne. On a Guillaume qui a 2 réactions sur Mathis, tu peux arrêter d'envoyer des messages sur ce débat. Donc c'est en espérant que les 19, s'il faut une deuxième partie de saison comme la première, ne prennent pas la grosse tête comme Janice. Donc voilà, ça c'est une dédicace déjà. Il ajoute aussi par rapport aux féminines qu'un des derniers matchs, c'est pour les jeunes qu'il avait vu avec un score fleuve, était incroyable dans la construction des buts, même si en face cela semblait être très faible. Les Guevins l'ont 0 peut-être, non? Ça va être ça. Il y en a eu plusieurs. Bon, je vous la donne quand même, c'est un cadeau d'Amaury. Non. Ouais, elle est soft. Hein. Non, tu l'as lu? On la mettra. Ouais, on la tu mettra. L'as lu. Ok. Bon, j'en ai une autre alors sur Mehdi qui a annoncé qu'il était plus journaliste. Il dit il est à 2 doigts de nous annoncer sa candidature à la présidentielle. à la présidence de la feuille de match. Parfait. Bah écoute. Je suis là juste pour la représentation, c'est tout. Moi. Il va nous pointer du doigt avec une arme factice aussi. C'est mes petites mains. Messieurs, on a fait le tour, Nathan, c'est bon bah? Ah ouais, c'est bon. À moins que vous voulez les U14, les U13. Mais Tu les as? Non. Voilà. Je peux vous dire que les U15 et les U14, ça met des 20-0 tous les week-ends. C'est premier au classement régional parce qu'avec un peu avec le Covid et les brassages, c'est nullissime. Mais tu vas la prendre la chronique, toi. Et toi, Axence, avec les U9, tes copains, ça se passe comment? C'est pas gentil ça. Voilà. Bon anniversaire. C'est pas son anniversaire? Tu m'as pas dit? Ah bah c'est pour Noël tout ça. Allez les gars, on enchaîne, on prend un peu de notre temps, on risque peut-être de déborder, mais bon c'est pas grave, c'est l'heure du bilan. On va passer au bilan comptable des joueurs professionnels. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Il est bon, hein? Très bien. Mathis, t'es obligé de montrer du doigt, de lui dire mais le jingle. Elliot a un regard, il sait que c'est bon. Mathis est sur son téléphone actuellement sur Pôle emploi. Hein. C'est moi qui lui ai prévenu quand lançait le jingle. Donc... Non, t'es un mytho. Par contre, Camille, tu me fais peur. On a l'habitude de parler de Micheline de la Conta, là, qui régit ça, comme dans des clubs à l'Olympique Lyonnais, machin, etc. Il n'y a que ça qui compte. Maintenant, il y a Camille de la Conta, il va parler que du bilan comptable. Ça m'inquiète un petit peu. Non, mais comptable en termes de points, mon cher Mehdi. Quand c'est le trésorier que c'est. Le mercato, c'est Auxence après. Je délègue. Allez les gars, on y va, on attaque chez les professionnels, donc l'équipe une des seniors, je me crois dans un club amateur. Oh, c'est pas faux non plus. Hein. S1 les gars. Le bilan comptable, 19 journées, 10 victoires, 2 défaites et 7 matchs nuls, 37 points compteur et une longueur d'Ajaccio. On est la meilleure attaque de Ligue 2 avec 40 buts marqués, on en a pris 18 et seulement, j'ai mis seulement entre des guillemets, la 5e défense du championnat. Quelques petites stats qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé intéressantes, c'est qu'on a 14 buteurs différents. Alors, peut-être à un ou deux près, j'ai fait ça sur Flash Résultat. Peut-être qu'avec mes yeux, j'en ai loupé un, mais il y en a au moins 14 sûrs. Le meilleur d'entre eux, c'est Ries. Mais on a Ado, Branco, Ratao avec 4 buts. Et surtout, Branco Van Den Boomen avec 12 passes décisives. Donc, on trust déjà les premières places du meilleur passeur et du... et 4 buts aussi, il me semble. Et du meilleur buteur. Ouais, Branco, 4 buts, exactement. Donc du coup je trouve que c'est quand même assez intéressant ces petits chiffres. Par rapport à l'année dernière, on a juste un point de plus en termes de comptabilité de Micheline. donc voilà, on est second. Messieurs, juste sur le plan comptable, est-ce que vous êtes satisfait déjà? Est-ce qu'Henri, toi tu es satisfait? Oui, c'est vrai qu'on aurait préféré terminer premier cette partie de saison, mais globalement c'est satisfaisant, surtout un petit peu dans l'évolution de cette demi-saison où on est peut-être un petit peu chanceux
dans les premiers matchs où ça joue pas trop. Enfin, moi j'ai été notamment voir à Pau. Bon, c'est un petit hold-up à Pau quand même. Mais donc on a eu un facteur chance qui a joué. Puis après, je trouve que ça a joué de mieux en mieux, que c'était de plus en plus léger. Bon, c'est peut-être la période où on était un peu moins prolifique, où on gagnait un peu moins, mais ça jouait de mieux. Donc non, il faut quand même être satisfait. Et puis surtout, il y a un facteur qui m'a surpris, moi, c'est que Ajaccio, qui est leader, ce sont les champions des 1-0. Oui, 20 buts. Alors, ils ont une super défense, mais ils ne sont pas très prolifiques en attaque. Souviens-toi du premier match au Stadium, le 0-0, le 2-2, pardon, où c'était bien solide comme il faut. Et c'était bien solide comme il faut, et voilà, une équipe de Ligue 2 bien solide. Voilà. Ça suffit. Ouais, mais ça me laisse penser que ça suffira pas pour Ajaccio pour se maintenir à la première place. Parce qu'il va quand même, à un moment donné, ce petit 1-0 chaque fois, ça va tourner. Et peut-être on aura l'occasion de leur repasser devant. Nathan ? Ouais. Non, au final, moi, tu disais, est-ce que la deuxième place, on en est content ? Je vois des gens qui gueulaient, voilà, on n'est pas premier, on n'est pas champion. Moi, ce qui m'inquiète le plus, voilà, c'est de voir les autres venir derrière. Là, tu as mis le classement, là, tu as Le Havre à 32 points quand même. On pensait qu'on était à l'abri, on se disait, bon, on va être difficilement atteignable. Et on voit qu'au final, en 2 victoires ou en 6 points, on peut être repris. Donc, moi, le fait d'être second, c'est anecdotique, comme j'ai dit. On verra à la fin de la saison. On aura plein de matchs à l'extérieur qui vont s'enchaîner chez des concurrents directs. Donc là, la trêve, c'est vraiment anecdotique, mais vraiment, c'est le fait de ne pas avoir fait de creux nécessaire, on va dire, avec le 4e. Parce que encore, c'est un cassé barragiste, ouais, mais avec le 4e, voilà, là, tu vois que tu as le barragiste qui a 1 point. C'est trop fébrile, et on pensait vraiment au début qu'on était inatteignable, le PSG de la Ligue 2, on avait entendu plein de choses. Mais derrière, oui, on voit qu'il va falloir batailler un peu, et c'est pas gagné. Vincent, des réactions. Une réaction intéressante de Guillaume sur le bilan comptable, c'est tout simplement le nombre de défaites. 2 défaites seulement sur l'ensemble du continent européen, ils sont pas nombreux. Et puis surtout que, rappelez-vous, Damien Comolli, notre président, avait dit 5 défaites max l'année dernière. À la même période, je crois qu'on en avait 4, c'est ça. Là, on est dans les standings, encore dans les temps de passage. On est dans les clous, clairement. Puis si on s'y tient, ça monte, clairement. Juste le seul petit truc, encore je vais chipoter peut-être pour 1 point. Oh, tu savais dit pas chipot. Non, mais le rythme de champion, c'est 2 points par match. On n'y est pas. On est juste en dessous, c'est 38 normalement. Ouais, mais ça rejoint un peu, tu vois, ce qu'on avait dit. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission où on avait parlé des prétendants au titre, à la montée, etc. Qu'on disait qu'il y avait personne qui se dégageait vraiment, à part peut-être un peu nous, mais que c'était très homogène. Et quand on regarde le classement, ça se remarque. On y est quand même dans l'homogénéité là. C'est pas la saison dernière où on avait 2 grands leaders qui étaient vraiment devant, et puis les autres qui essayaient de grappiller. Et là vraiment, c'est vrai que c'est très serré, et on n'a pas réussi. Par contre, ce sera peut-être déception, effectivement, à creuser l'écart. Ça, c'est dommage. On a un peu raté le coche certaines fois. Et justement, messieurs, on va y venir à cette demi-saison, ce qui est intervenu, pour moi, le premier tournant. Je pense que c'est cette première défaite qui intervient seulement le 27 septembre avec ce match face à Caen, mon premier match au Stadium de la saison. 3-2, et avant ce match, c'était 8 victoires et 2 matchs nuls. Après ce match, c'est 3 victoires, 5 matchs nuls, 1 défaite, je dis bien en championnat. Et ça correspond avec la blessure de Anthony Roux. Alors pour vous, c'est une simple coïncidence, ou alors il y a une vraie raison? T'es complotiste, toi, un peu? Je dirais quand même qu'il y a eu un petit temps d'adaptation pour Nicolas Hyssen, donc peut-être que ça a joué aussi un peu. Après, de là à dire que c'est vraiment lié, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que quand même on pouvait s'appuyer sur une attaque prolifique, même si ça s'est un peu affaibli pendant une petite période, mais je pense pas, honnêtement. Je dirais ça, c'est peut-être 2-3 matchs, le délai d'intégration. En tout cas. Enfin, c'est pour ça aussi que j'aimerais qu'on en parle, parce que l'absence de Roux fait beaucoup de mal, et en plus il était en pleine bourre. Nous ici, on sait qu'on essaie d'être assez mitigé, on aime beaucoup ce genre, mais on essaie aussi d'être assez objectif. D'après les stats, c'est ce qui se passe. Mais est-ce que pour vous, c'est vraiment une des seules raisons, ou c'est parce qu'on a manqué quelque chose peut-être ailleurs, ou peut-être que tout simplement le début de saison était fini, les 10 premières journées, on commençait aussi un peu voir comment on jouait tactiquement, techniquement, et les équipes se sont un peu mieux défendues que Caen, typiquement. Rappelez-vous le match face à Caen, les gars. On les écrase.
3 occasions, 3 buts. Hein. Ils sortaient jamais. On s'est fait détruire physiquement ce match-là. Moi, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué depuis le début de saison. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Parce qu'en Ligue 1, on le voit moins maintenant. Une équipe qui concasse l'autre et qui gagne le match uniquement physiquement. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'est fait détruire physiquement. Et ça nous est arrivé aussi contre Niort à l'extérieur. Oui, mais ça c'était après le premier tournant. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est un peu le genre de match où tu disais que l'absence de Rouault, est-ce que c'est la raison pour laquelle on a été moins à l'aise défensivement. Ça a peut-être déréglé une défense qui était bien en place. Et on l'a vu par exemple pour des matchs contre Niort où on était très fébrile défensivement, où on sentait que sur une accélération aussi, les équipes, il leur fallait pas 50 occasions, quoi. Et c'est ça aussi qui est un peu inquiétant chez nous, c'est qu'on a trop la faculté à vite se faire déstabiliser quand on n'arrive pas à prendre l'avantage. Soit on met des rousses monumentales, soit derrière on tergiverse et on prend des contres ou des occasions qui peuvent être évitables. Mais c'est ça depuis le début de saison. De toute façon, on est une équipe qui domine. Le problème, c'est qu'on n'a pas, et c'est peut-être normal aussi en Ligue 2, on ne sait pas maîtriser un match de A à Z. Si on regarde tous les matchs du TFC, je pense qu'il y en a au moins une bonne dizaine où on fait au moins une mi-temps sur deux qui est très 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 bonne, et l'autre qui est à l'opposé. Alors parfois c'est la première, parfois c'est la seconde, ça peut varier. Les derniers temps, c'est souvent une bonne première, une moins bonne seconde. Enfin voilà, contre Niort, c'est ça. Niort, tu te mets pas à l'abri, mais Niort, à la mi-temps, tu dois mener 2-3-0. Et au final, tu le perds. Et c'est peut-être un des matchs Rodez, les plus aboutis, mais c'est là où on a le plus construit nos occasions. Ça, on s'est fait vraiment piégé sur ça arrive assez souvent, et c'est ça un petit peu trop de naïveté, je trouve, défensive. Et pourtant, contre Auxerre, qui est la branlée de la saison, 6-0, et là 7 occasions, 6 buts. Oui, c'est ça. Qui n'était pas forcément peut-être le match le plus abouti en plus de nous tout le monde. Au final, ça s'équilibre. De toute façon, c'est le style de jeu. On accepte, je pense, un peu ce déséquilibre. Et moi, je préfère une équipe qui joue comme ça, honnêtement. En parlant de style de jeu, messieurs, différents systèmes utilisés par le coach cette saison. On a vu du 4-3-3, du 4-4-2, du 3-4-3. Pour vous, est-ce que déjà vous êtes satisfait de ce que propose le coach Montagnier, ou vous aimeriez avoir peut-être un peu plus de solidité défensive, peut-être comme Ajaccio ou pas? Henri, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve déjà qu'on est sorti de la sclérose tactique qu'on ressentait l'an dernier. C'est-à-dire que Montagnier essaie des trucs. Il réussit pas toujours, mais Montagnier essaie des trucs. Montagnier essaie de faire des compos et surtout des plans tactiques et de l'animation un petit peu différente pour surprendre les adversaires. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif. Alors, c'est plus ou moins bien assimilé par les joueurs, ça prend du temps, etc. Mais c'est plutôt quand même pas mal. Je préfère la gestion tactique de Philippe Montagnier à celle de Patrice Garante, très honnêtement. Messieurs? Ouais, on l'a vu sur les premiers matchs aussi, où après le nul contre Ajaccio, on avait plus axé sur une possession. Et derrière, il y avait eu quand même un changement tactique et on avait pu en placer 4 à Nancy. Donc ça prouvait vraiment qu'il y a ce côté-là comme tu disais, il n'est pas buté avec un schéma tactique. Et c'est bien d'avoir un coach qui arrive à changer, à amener différentes options. Et on se sentait bloqué avec Garande justement l'an dernier, où au premier match de saison, on était hyper bon, et derrière, on savait que les adversaires savaient lire notre jeu, savaient ce qu'on allait faire à tel moment. Et là, voilà, c'est bien d'avoir de pouvoir surprendre l'adversaire. Et c'est peut-être ce qui va nous aider pour la fin de saison, j'espère. Et puis la richesse de l'effectif fait aussi qu'on peut jouer dans plusieurs systèmes. Et puis c'est ça aussi, je pense que l'année dernière, il n'y avait pas... Les joueurs étaient peut-être moins adaptables, et c'est ça aussi qui a laissé enfermer Garande. Et voilà, c'est pas pour le défendre, mais je pense qu'il y avait aussi de ça, et que là on a des joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs positions. Tous les joueurs qui sont arrivés sont assez polyvalents, que ce soit les Ratao, les Ados, Mboué qui joue un petit peu plus cette année, peut jouer à 2 postes, 6-8. Deyagueri pouvait déjà jouer à plusieurs postes l'année dernière. Mais voilà, Skita non. Je pense que si on joue pas en 4-2-3-1 et derrière les attaquants, lui sur un côté, c'est encore un peu juste. Mais voilà, il y a plein de joueurs qui peuvent jouer différemment. Le système le plus adapté pour l'effectif, pour toi, serait lequel, Mehdi? Celui qui t'a plus plu, ou celui qu'on a plus exploité nos qualités? Ça dépend s'il y a des blessés, s'il y a des blessés. Moi, je suis pas pour quelque chose de complètement fixe. Après, moi, je préfère la défense à 4 derrière, donc en 4-2-3-1, 4-3-3, c'est pas mal. Là, quand on avait tous les milieux de terrain qui tournaient bien, il a même fait un 4-4 de losange parfois.
Enfin, voilà, tu t'adaptes aussi à tout ce qu'il y a. Il y a une telle richesse, voilà, C'est les problèmes. autant le fait. Voilà, il y a encore des postes qui sont un peu justes. Les doublures sur les latéraux, c'est encore un peu juste. Et ça, c'est pour ça aussi que je pense que le fait de jouer à 4, c'est mieux. Si on joue à 5, ça veut dire qu'il faudrait plus de défenseurs et c'est peut-être les postes où on est le plus court. Voilà, je préfère. Il y a Augustine qui revient. Joue à 4. Ouais, il y a Augustine qui... Non, Augustine qui va repartir. Putain, non, il y a surtout Ruben qui revient. Ruben qui revient. Ouais. Surtout. Ça, on va y venir après. Vous êtes Donc, satisfait de coach Montagnier Donc, est-ce que tu es satisfait du coach? Bah, ouais, on le voit quand même un peu aussi décrit sur certains réseaux. Pour le moment, quand même. Enfin... C'est sévère quand même, hein, parce que ouais, comme on l'a dit, il y a davantage d'options tactiques, il y a plus de richesse au niveau des joueurs. J'avoue que moi personnellement j'aime bien le 4-3-3 parce qu'on garde le trio Batave, qui pour moi quand même, je pense que c'est le meilleur milieu de Ligue 2. Est-ce qu'on n'est pas Branco dépendant d'ailleurs? Il nous a même dit, à part, tant qu'il n'y a pas Begraoui, je suis content. Moi, j'aimerais vraiment l'avoir en invité, oui. C'est Oxens qui fait l'interview. Je vais me faire tabasser. Moi, si au niveau offensif, j'aimerais bien voir plus associer Ilé et Ado, justement, en rôle de neuf à 2 devant. 2 pointes. À 2 pointes. On l'a pas suffisamment vu. Après, c'est vrai qu'au milieu, soit on fait l'impasse sur un milieu, soit sur un attaquant. Tu te prives de 2 ailiers qui sont pas trop mal. Bon, heureusement, il y a Ngoumou qui était blessé les derniers temps. Mais en fin de match, Ratao, Ngoumou, pourquoi pas un changement en cours de match? Je sais Après, pas. dans l'animation offensive, sur certaines séquences, on l'a vu quand Ado joue à gauche. C'est vraiment un gâchis, on l'a vu même contre Nîmes. Ouais, mais Ado à gauche. Dans l'axe. Sur certaines séquences de jeu dans l'animation offensive, tu as vu Ado se rapprocher un peu plus d'Ilé avec qui libère un peu plus le côté pour Issa, mais c'était sur certaines séquences, c'était pas... Et pourquoi pas un 4-3 modulable en fin de match pour apporter un petit peu plus de présence offensive de l'attaquant. Et du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on est Branco dépendant? Non. Quand même, quand Branco est pas là, Duel. Non, ça distribue moins bien quand même. Quand Branco est pas là, franchement, parce que c'est vrai que quand on a un coup franc ou un corner et quand notre artificier Branco, toutes les défenses de France sont en panique, parce qu'il est capable de mettre un peu le ballon exactement où il veut. Donc je pense que c'est quand même un gros facteur X pour notre équipe. Oui, sur le long terme, on est d'accord. Après, si sur 1 ou 2 matchs, on est capable de s'adapter avec les joueurs qu'on a. Encore une fois, la richesse d'effectifs. On est capable de s'adapter. Mais des matchs où il y a très peu d'espace, je pense peut-être à Quevilly, c'est vrai que là où on sait que ça peut se débloquer sur des coups de pied arrêtés ou sur un coup de patte qui sort on va dire en fin de match, c'est vrai que c'est dommage de s'en priver. Après, on l'a vu contre Auxerre, il me semble qu'il n'y est pas titulaire Van Den Bomen, je dis pas de bêtises. En tout cas, il a eu une période de creux. Moi, à un moment donné, il a eu une période de creux parce que les équipes se sont très vite adaptées, ont empêché les transversales de Van Den Bomen. Vraiment, c'était pratiquement du marquage individuel. À un moment donné, alors ça ne se fait plus, mais il y avait toujours quelqu'un dessus et ils évitaient toute l'influence qu'il avait sur le jeu. C'est Spearings qui essayait de faire les transversales, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi, là, en fin d'année, il a retrouvé toute l'influence qu'il avait. Voilà, peut-être qu'il a trouvé d'autres zones, peut-être que Montagnier lui a donné d'autres zones à couvrir pour qu'il retrouve ses angles de passe, etc. Voilà. Tu veux peut-être réagir avec ça va? Non, je voulais juste préciser que le seul match où il n'est pas là, on le perd à Niort, tout simplement. Oui. Paf. Voilà, ça c'est dit pour les détracteurs. J'ai pas mal de réactions sur tout ce qui a été dit depuis le début, sur le bilan comptable, sur Montagnier aussi, un petit coup de gueule d'Amaury qui ne porte pas forcément dans son cœur. Il explique pourquoi, de toute façon. Alors, pour Amaury, déjà sur revenir sur le bilan comptable, on a une concurrence plus faible et on fait pas beaucoup mieux niveau comptable et vraiment pas mieux du tout au niveau du jeu, de la progression des joueurs. Pour moi, c'est une bonne saison mais décevante. Emeric revient aussi sur Rodez et Quevilly où on laisse 4 points importants. Pour Guillaume aussi, le coup de mou, toutes les équipes l'ont eu car on a fait des matchs nuls et eux aussi n'en ont pas profité, tout simplement. Ah oui, on perd pas beaucoup, hein. On gagne pas mais on perd pas. Hein. Après, il y a pas mal de débats sur le dispositif aussi. On a Amaury, du coup, son petit coup de gueule sur l'entraîneur. Donc, super, il essaye des trucs qui n'ont aucun sens, mais il essaye des trucs. Garin, lui, avait trouvé un schéma qui mettait chaque joueur dans les meilleures dispositions malgré un renouvellement total. Il avait changé plusieurs fois dans la préparation et a fini par trouver la meilleure formule. Montagnier, la dernière journée, il n'aura toujours pas compris comment sublimer les joueurs. Il ajoute, on voit des joueurs patauger à cause de ce système à 3. Brecht, Ado, même idée serait mieux avec un acolyte autour de lui comme l'an dernier. S'il titularise Ratao Ngoumou, ok. Sinon, pour lui, non. Il est dur, hein. C'est sévère.
C'est dur. Après, juste sur Montagnier, une chose aussi, je trouve que sa communication est beaucoup plus zen que Garand. Et ça change des choses aussi au niveau de tout, quoi, du club, de l'état d'esprit, de comment dire ça, des échanges avec le public. Moi, je trouve qu'on a un club qui est oui. Alors, parce que moi, je suis assez d'accord sur le fait pour moi, le TFC, par rapport à l'effectif qu'il a, devrait avoir au moins 45 points, devrait être largement au-dessus des autres. On en a que 37. Entre guillemets, que 37. Non plus, mais non, mais je dis pas ça. Je ne dis absolument ça. Pas ça. C'est pas catastrophique. Voilà. Mais le fait que tout soit calme, machin, etc. Ça y joue beaucoup. Je pense que dans la même situation avec Garand, on a un peu plus le feu parce que lui est plus. Voilà. C'est très casanovesque. J'ai une question. Peut-être que c'est, je sais pas, j'ai pas les chiffres ou quoi, mais j'ai aussi l'impression qu'on fait beaucoup moins de fautes ou en tout cas, on prend beaucoup moins de cartons que les autres années. Il n'y a pas eu tant d'exclusions que ça chaque année. Il y a quand même une équipe qui prend beaucoup de rouge. Et je trouve que cette année, on n'en prend pas tant que ça, où ils ne vont pas forcément marquer. Il n'y a pas non plus, et on a un nouvel Anthony Rouault. Parce que rappelez-vous, l'an dernier, Rouault, il était en retard sur pas mal de choses, et il se prenait carton sur carton, même rouge. Donc ça joue aussi. Alors que le Rouault de cette année, jusqu'à sa blessure, ça a été quand même une expérience, mais ça a été une évolution remarquable. Enfin, moi, je trouve que c'est comme Riss, il y a eu un progrès d'une année à l'autre qui est assez phénoménal, parce que rappelez-vous, Rouault l'an dernier, on se disait Rouault bof. Ben là, franchement, il s'imposait comme titulaire. D'ailleurs, quand il reviendra, il va falloir poser la question. Oui, comment on va jouer avec tout le monde, c'est sûr. Bon, elle est vite répondue pour certains. Mais... pas d'émission, on a déjà posé la question. Petite réaction de Cédric par rapport au dispositif. Compliqué de jouer à 3 devant avec De Jagereux et Ado Ailier. Ce n'est pas leur poste. On n'a que Ngoumou et Ratao sur les côtés. Ce poste n'est pas doublé. C'est dommage. Et d'ailleurs, en parlant de Jagereux, quand il est replacé dans l'axe, c'est quand même plus sympa à voir. On est tous d'accord pour dire qu'il joue pas forcément à son poste et qu'il dépanne et qu'il est bien gentil de faire le boulot, mais il n'est pas peut-être mis dans les meilleures conditions et c'est on voit un peu moins étincelant. Ça reste un très bon joueur, mais moins décisif que l'année dernière. Est-ce que ça peut être aussi peut-être la clé de cette deuxième partie de saison ? C'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais rebondir sur ça, sur le commentaire d'Amaury. C'est peut-être le seul aspect où il y a vraiment débat sur la tactique de Montagnier. C'est vrai qu'on a vu que quand il revient au centre, c'est quand même vachement mieux. On le sent déjà avec beaucoup plus de repères. Après, normal, c'est son poste. Comme tu l'as dit, il dépanne. Jusqu'à quand ? On verra bien. Il faut qu'il soit libre. C'est un joueur qui a besoin de liberté sur le terrain. Voilà, et c'est pour ça que l'année dernière, ça marchait bien. Le trio, il marchait bien. Parce que je l'ai dit la semaine dernière. C'est con. Ça s'anime. Profil 6, 8, 10. En gros, c'était un petit peu ça. Avec Bibiche qui faisait ce qu'il voulait, pratiquement sur le terrain, qui se baladait où il voulait. Et quand il est sur un côté... il y a même eu des buts qui étaient pour lui. Moi, je l'ai en tête. Où quand il jouait côté gauche, il protégeait pas bien Silla, qui est déjà pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il est. Qui fait d'ailleurs, lui... plutôt une demi-saison très correcte d'ailleurs, voire bonne pour lui. Et voilà, donc il ne faut pas qu'il se cantonne. Voilà, il faut éviter ça. Alors, est-ce qu'il faut des doublures ? Est-ce que quand on n'a pas Ngoumou et Ratao, il faut jouer autrement ? J'en sais rien, mais il faut Nîmes, au mieux le laisser au cœur du jeu. Ça, c'est on avait essayé une sorte de 4-4 de losange à Nîmes qui était intéressant. Celui des Jaeger est un peu plus libre. Messieurs, est-ce que ça serait... Mais déjà sur les 2 matchs de Nîmes, que ce soit en coupe, surtout en coupe d'ailleurs, plus qu'en championnat, on a retrouvé un petit peu le Bibiche qu'on aimait bien, on a retrouvé un petit peu ce talent et cette envie, parce que justement il était au cœur des choses et puis il était, comme tu dis, pas coincé et faisait un peu ce qu'il voulait. Donc je pense que c'est une réflexion qui doit trotter dans la tête de Montagnier quand même. Attends, pour finir. D'accord. Merci. Non, mais tout a été dit. Voilà, un peu plus de liberté, le positionner dans un rôle, au cœur du jeu qui est le sien. Arrêter de le mettre sur un côté où il apporte rien. On le voit depuis le début de la saison. Donc voilà, le replacement, un peu plus de liberté. Et si on a un Van den Boomen et un De Jagereux qui est au même niveau que l'an dernier, c'est vrai que ça peut permettre de changer des choses dans l'optique d'arriver à tenir cette fin de saison, à apporter cette expérience-là qu'il faudra pour aller chercher la montée. Sur Bibiche, il y a peut-être aussi un problème de motivation,
Parce que quand le TFC a levé l'option pour qu'il reste au TFC, il n'a pas communiqué du tout sur les réseaux sociaux, alors qu'il communique habituellement sur les réseaux. Et je ne sais pas s'il espérait pas soit monter bien sûr avec le TFC ou connaître la Ligue 1 avec notre club français ou un autre club européen qui joue à ce niveau-là. Et je ne sais pas s'il n'a pas été un petit peu déçu finalement d'être gardé par le TEF et si ça n'a pas un peu miné son moral. J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il y a un temps de digestion à ça. Ouais. C'est possible. On ne sait pas. En tout cas, c'est pas le capitana qui lui pèse, ça c'est sûr. Non. Moi, je pense que le côté Covid, par contre, n'est pas négligeable. Ça, ce que tu viens de dire, le côté Covid aussi, faut pas le nier. Hein. Il y a des joueurs ou des gens qui récupèrent moins vite et faut pas l'oublier non plus. Est-ce que pour finir, Rhys tiendra-t-il ce rythme infernal? Rhys, Est-ce qu'il va tenir ce rythme infernal? Partout, je vais finir par le détester, lui, tellement on en parle. Bon, on a pas ok. T'es pas le foot, toi, c'est 45 possible. minutes d'émission, c'est la première fois qu'on en parle. Je parle pas dans l'émission. Regarde-moi ça. ça. Sur les réseaux, dès que tu l'ouvres, il faut doucement. Profitons-en, mais doucement. Est-ce qu'il va tenir ce rythme? Toi, t'as pas chanté le Il est on fire, toi? Si. Si. Il est encore nostalgique de Pezic, c'est pour ça. Et voilà. Enchaîne. Attention, Alexander Pezic, attention, enchaîne sur autre chose parce que je peux te faire 10 minutes. Est-ce qu'il va tenir ce rythme infernal, à votre avis? Oui, on l'espère. Est-ce qu'il va péter les 20 buts? Oui, large. Il va, et donc ça va à la moins qu'il ait une blessure. 7, non? Il est à 13. 13. Je suis pas bon en maths, mais quand même. À moins qu'il ait une blessure, bon. C'est un joueur qui est tellement dansé qui peut te faire 15 matchs transparents et te planter 2 ou 3 triplés en fin de saison et te faire mentir aussi. Hein. Faut pas oublier ces matchs et marquer un but à la fin. Voilà, exactement. Donc au final, moi je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis sur ce niveau-là, mais finir meilleur buteur. Après le contenu et tout, on verra, mais je pense vraiment sans trop de soucis qu'il devrait terminer meilleur buteur. Il y aura le but qui compte. On va dire, il sera toujours là. Non mais il sera toujours là pour amener même dans les périodes de doute comme tu l'as dit. Il m'a fait vibrer. Ouais. J'imagine les buts qui comptent avec une petite musique derrière, tu vois. Je me vois déjà au Capitole là, tu vois. Mais comme l'a dit Vincent, c'est vrai que par sa régularité, même l'an dernier, on l'a vu qu'il était beaucoup décrié, beaucoup disaient oui bon, en Ligue 2, en Ligue 1 il aura jamais sa place, c'est un joueur moyen machin. Voilà, c'est vrai que des fois il passe à travers ses matchs quand il est un petit peu esselé. C'est pour ça que je disais que peut-être à deux attaquants ça peut être bien pour voir un peu la complémentarité devant. Mais forcément il y aura des moments où il va passer totalement au travers, un peu comme il avait fait contre Rodez. Mais il y a aussi des moments où il y aura des coups de génie comme le quadruplé contre Sochaux. Puis c'est un mec qui est ultra altruiste aussi, il apporte beaucoup de positifs dans l'effectif. C'est un mec qui lâche jamais, il est toujours là pour faire les efforts, le repli. Voilà, on sent que c'est un mec il est mordu de foot, il aime l'ambiance qu'il y a au stadium. Il avait dit dans une interview, il aime ça aussi. Donc c'est vrai que voilà, il aura son importance aussi, même si elle n'est pas comptable au niveau des buts. Je pense qu'il va franchir la barre des 20 buts sans problème, mais il y aura au-delà de ça une importance vraiment au niveau de l'effectif. Pour revenir à ça, vite fait, c'était son objectif. Après, il l'a dit clairement qu'il voulait être meilleur buteur de Ligue 2, donc je pense que ça va lui donner un regain de motivation aussi, si jamais de temps en temps ça se complique un peu. Petite stat intéressante de Guillaume qui disait ça fait quand même bizarre de se dire qu'il a déjà dépassé Elmander dans les buteurs du TFC. Ouais. Mais Elmander, il a pas marqué tant de buts que ça, il tournait à 10-12 tous les ans, mais il avait dans l'esprit des supporters, il a marqué. Il y a le triplé de Bordeaux. Puis là, le triplé de Bordeaux, et puis les buts qu'il mettait, la façon dont il se battait sur le terrain. Mais Rhys, c'est un peu. Ça compte aussi. C'est un peu aussi quand même. Bon, c'est pas Elmander, mais dans le combat, dans l'acharnement et l'abnégation, il. Pas tout à fait la même chose quand même. Il mettra un triplé à Bordeaux en barrage au pire. Ce qui plaît chez Rhys, en fait, je crois que c'est surtout l'homme, son parcours. Il vient d'une petite banlieue défavorisée de Manchester, il part au Pays de Galles, il a une carrière qui est un peu chaotique, il est prêté, il est blessé, etc. Et bon, il était avec Cardiff, mais bon, avec MK Dons, la D3 anglaise, et de savoir qu'on est allé chercher, c'est improbable quand même, en D3 anglaise, cet avant-centre. Milieu de tableau de D3 anglaise. Milieu de tableau, ouais, en plus, c'était pas des cadors. Qui jouait lié, en plus, là-bas, il le faisait même pas jouer attaquant. Et donc, on va le chercher, et on voit que là il s'épanouit. Je trouve que l'histoire est belle. Ouais, c'est vrai, l'histoire autour de l'homme est belle. Alors c'est vrai, c'est pas la conduite de balle du siècle, mais on demande de mettre des buts. Mais voilà, et puis de temps en temps, techniquement, le but contre le PFC. Oui. Je sais pas si on peut beaucoup le mettre. Il fait le tour de YouTube. Ouais. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment.
Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Le point mercato, c'est Auxence qui nous l'a préparé, qui va nous faire tout le détail des 8 recrues. Begraoui, alors. Exactement. Puisqu'après 19 journées de Ligue 2, il est l'heure de tirer un premier bilan pour les 8 recrues estivales du TFC. Donc on va passer au crible ces 8 recrues avec un petit débat. Un petit débat à chaque fois. Et il est là avec nous. Sacrée soirée. Pourquoi il y a 3 pages sur Begraoui et 5 lignes sur les autres? Vous voulez que je me fasse tabasser en fait? Mais non, tu le prends quand tu veux. On ne balancera pas ton adresse, t'inquiète pas. Dis ton 06. Juste à côté de... Il habite à Cugno, non? Tu rentres comment ce soir? Non, c'est moi qui ramène alors. Non. Allez, on enchaîne. Je vais commencer forcément avec Michael Dessler qui est à 20 matchs, 1 but et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Excuse-moi, non, parce que 20 matchs, tu parles Ligue 2, tu commences mal, petit. Non, toutes compétitions confondues, ouais. Donc super. ça va être à chaque fois Coupe de France comprise aussi. Donc un début de saison canon avec à la clé une place de titulaire indiscutable et avec forcément un coffre, une régularité et un état d'esprit qui en font logiquement l'un de nos chouchous. Moi, je dois bien reconnaître que j'adore ce joueur, malgré son poste un peu défensif. Mais la vraie question que je me pose, c'est, avec tout le respect que j'ai pour le football norvégien... Non, ce que je comprends pas, c'est que comment un mec comme lui pouvait rester dans un club comme ça. Pourquoi personne l'a trouvé, quoi? C'est pour ça. Tu en as plein des exemples comme ça de joueurs qui étaient un peu médiocres dans des clubs d'ailleurs et qui arrivent et qui perdent, ça arrive. Hein. C'est juste qu'il n'a pas encore été mis à sa juste valeur. Et que... Non, mais c'est ça. On sous-estime trop souvent, et ça, c'est une chose qu'ils font pas, notamment au basket, en NBA, etc. Être au bon endroit au bon moment et être à sa place, quoi. Et je pense que Michael Dessler, là, il est à sa place, il est bien, il est heureux, et ça joue forcément dessus. Et puis il a peut-être une prise de conscience aussi, le fait qu'un club, je pense que ça joue aussi dans certaines recrues qu'on va chercher dans certains pays. Je pense qu'ils se disent, bon, je vais faire ma petite carrière en D1, D2, là, dans mon pays, et puis on me verra pas, machin, etc. Et puis tac, il y a un club, un des meilleurs clubs de Ligue 2 française, qui sont pour eux des clubs plus huppés, me recrutent. Ah putain, je suis capable de faire ça. Et go, c'est parti. Voilà, il y a peut-être aussi ce genre de choses qui jouent. Moi, c'est le. Mais quel bonheur ce dessin. Ouais, le coup de cœur de cette saison. Moi, c'est la meilleure recrue de cette année. On passe d'un Morera, donc latéral droit l'an dernier, qui certes offensivement était peut-être plus intéressant que Dessler, mais voilà, qui était un peu à la peine défensivement, qui faisait. Qui était quand même, il y avait pas mal d'irrégularités chez lui. Et Dessler, voilà, en fait c'est l'homme de l'ombre. Il fait pas beaucoup de bruit, mais il n'y a pas un match où il passe à travers. Il est toujours correct. Défensivement, il n'y a rien à redire. Il y aurait peut-être un apport offensif qui serait peut-être amélioré. On l'a vu sur son but, voilà, qu'il est capable d'apporter offensivement. Mais ouais, c'est vraiment... ça fait du bien d'avoir une régularité sur les deux côtés, parce que je veux dire que Silla aussi fait une saison globalement correcte, et Dessler aussi. Monte en puissance, Silla, j'ai l'impression. Et Dessler qui voilà, il y a rien à redire, vraiment, même dans l'implication, techniquement, il apporte beaucoup. On sent il se trouve pas mal aussi avec Ngoumou quand il joue même côté. Donc voilà, moi c'est vraiment pour moi la meilleure recrue de cette année. Ouais, exactement. Ça participe à son image. Mehdi fait des sprints avec lui. Hein. Exactement. Mehdi, il a encore les roulettes et il parle avec nous là. Tu parles le Danois, je le trace en vélo. Il vient de faire 12 km sur le terrain. Il lance plus. Je suis pas sûr. Mais justement, ce côté-là, je rentre chez moi tranquille, je prends des photos avec les fans. Ça participe du personnage aussi, qui a l'air très cool, très sympa, très heureux d'être là. Et franchement, moi, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était contre Ajaccio, si je me trompe pas. Je me suis dit, oulala, mais ça y est, on a un nouveau Machado, parce que de l'autre côté, évidemment, on a un nouveau Machado, parce que quelle mobilette! Je me suis dit, celui-là aussi, il a 3 poumons, parce qu'il n'arrête pas, effectivement. Il court, et je pense que c'est vrai que c'est la vraie bonne pioche cette année du mercato, tout à fait d'accord. Il est moins foufou, il est très régulier quand même. Ouais. Des latéraux bons et efficaces, c'est rare. C'est très rare dans le football moderne. Donc, surtout à droite. Même à gauche. Hein, Il y en a un peu plus à gauche. Puis au moins, il partira pas à la canne. Oui, non, ça c'est sûr. Non, mais c'est con, mais c'est un peu aussi. C'est con, mais si là, s'en va à la canne, les gars, ça va être compliqué le poste. Faut s'apprêter Machado, c'est tout. Hein. Oui. Non, il est blessé. C'est pas grave, il sera toujours meilleur. Bref. Enchaîne. D'où ma petite question rapidement sur Michael Dessler. Selon vous, a-t-il le niveau Ligue 1 ou
Oui. Mais il faut qu'il progresse offensivement. Allez, on reste sur ça alors. Pour jouer le maintien, c'est sûr. Après, au-delà, on va juger, on n'a rien vu. On va dire, il n'y a aucune équipe comme l'an dernier qui a vraiment le niveau Ligue 1 à Ligue 2. C'est Etienne. Hein. Donc, non, mais c'est vrai qu'on peut absolument pas savoir. Peut-être en Coupe de France, il y aura contre peut-être un adversaire si on passe le tour face à Cannes. Un adversaire peut-être de Ligue 1. Qui joue le jeu. Qui joue le jeu. Voilà, ça permettrait de juger, de voir bon, si c'est un 8e, j'imagine que ça joue le jeu. Et en tout cas, l'entente Ngoumou Dessler, c'est vrai que c'est. On en parlait tout à l'heure aussi là des Jagereux, là, ça marche pas trop mal. C'est pas bien. Ngoumou Dessler, on sent vraiment une vraie complicité, c'est vraiment un régal. Qui progresse en plus qui progresse à chaque match, pardon, les deux ensemble. Ouais, c'est vraiment se trouver des combinaisons, un peu les yeux fermés au point de corner. Il y a eu quelques matchs, c'était assez beau à voir. Allez, je vais enchaîner avec Rasmus Nikolaisen qui est à 16 matchs pour 2 buts de la tête et une passe décisive. Arrivé pour remplacer Gabrielsen, il a profité de l'absence de Rouault pour s'installer dans la charnière centrale et aujourd'hui, il a changé de dimension et est solidement titulaire. Logique. Il est monté en puissance lui, petit à petit et c'est surtout que si on fait la comparaison, alors ça ressemble un peu à Gabrielsen l'année dernière, sauf qu'il a un avantage, c'est qu'il est gaucher. Et maintenant, dans le foot moderne, avoir un défenseur central gaucher, il n'est pas meilleur techniquement que Gabrielsen. Et sur son côté gauche, c'est plus facile pour relancer. Je pense que là est la seule différence. Et puis le salaire aussi, on ne va pas se mentir. C'est pas le même. Donc tu as Gabrielsen en gaucher et moins cher. Donc bingo. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'on lui demande pas plus au final. Non. C'est pas un poste où on demande, puisqu'on aurait plutôt un Rouault ou autre pour être plus technique entre guillemets comme central. Donc au final. Mais même dans la relance, il est pas dégueu. Hein. Non, et puis il s'améliore. Il apporte même. Il a moins un petit peu aussi. Il apporte beaucoup. Moi, il me faisait beaucoup peur au début. Au début, j'avais. On voyait la panique et on voyait que derrière, quand c'était pris de vitesse, c'était assez difficile pour lui. C'est toujours. Mais là, il y a quand même. On voit qu'il anticipe beaucoup plus. Oui. Et même, je trouve qu'il a un côté aussi leader défensif pour apporter même offensivement quand il fait ses relances aussi qui sont plutôt propres, je trouve. Il fait simple. Il fait simple et vraiment une montée en régime qui est quand même bonne à prendre pour lui parce que j'étais vraiment inquiet quand j'ai eu peur d'avoir un Gabrielsen bis au début. On va dire sur la fin quand il est parti du TF où derrière on sentait que c'était pas la sérénité et on sent qu'il y a un début aussi de complicité avec Diakité qui est quand même un début, j'ai dit. Mais est-ce que ça va durer? Ça c'est bien d'avoir des problèmes de riches, non, au final. On va avoir des soucis de complémentarité. Faut mieux qu'on ait des gens qui soient interchangeables plutôt qu'un problème à chaque match. Oui. Alors justement, je vais rebondir là-dessus avec ma petite question. Avec les retours de Gabrielsen et Rouault, a-t-il gagné pour de bon sa place dans le 11 titulaire? Henri? Moi, sur le dernier match, oui. Sur le dernier match, je trouve que franchement, c'est un match où il a accumulé, je pense, beaucoup de confiance. Et c'est important quand même pour un défenseur central. Et il est beaucoup moins en panique, effectivement, que ce qu'il était quand il est arrivé. Ce qui est un peu normal, il découvre, il connaît pas tout. Non, je pense qu'on peut lui faire confiance, effectivement, comme titulaire. Après, très franchement, Ruben Gabrielsen, j'espère que le président Comolli va le prêter quelque part ailleurs, parce que c'est pas tenable pour lui, quoi. Et puis moi je pense même que ça va se jouer entre les deux autres, pardon, excuse-moi. Ah non mais il n'y a pas de souci, hein. je prenais ma respiration. Non mais pour moi justement la question c'est, excusez-moi, je t'ai pas entendu. Est-ce que c'est Diakité ou Rouault qui va jouer à côté de Nikolaisen? Je parle même pas de niveau, mais sur la complémentarité, encore une fois, dans le foot de maintenant, il faut un droitier et un gaucher. Le gaucher, c'est Nikolaisen. Le droitier, est-ce que c'est Diakité, est-ce que c'est Rouault? On verra. Il a dit un petit peu ce que j'avais envie de dire. Je dis pour moi, Nikolaisen, c'est le socle pour moi. C'est vraiment, ça va être lui qui va pas sortir en fait de cette défense. Et ça va être une adaptation à mon avis autour de lui. Donc voilà, il a le côté aussi où c'est le gaucher de la défense axiale. Et ça va être une adaptation sur son profil. Ça dépend. Diakité ou Rouault? Mais j'en sais rien du tout. À voir selon son retour aussi, hein, comment il revient. Si tu veux quelqu'un qui relance, c'est-à-dire que si tu veux améliorer ta relance, tu vas mettre Rouault. Et si tu veux garder un mec qui défensivement va plus vite que Nikolaisen, tu mettras Diakité. Honnêtement, je suis incapable de répondre à ça. Tout dépend du profil de match aussi. Je ne pensais pas que Nikolaisen, à la base, il a été recruté pour un schéma à 3. Si. Moi, je reste persuadé que quand on le recrute, c'est pour pallier Gabrielsen, son départ, son salaire, mais qui c'est aussi pour partir sur un schéma, un schéma à 3. Gabrielsen, Rouault, Diakité. Ouais.
Moi, je Non. pense aussi. Cette option-là, genre. Non 3-5-2 de Casa. Pardon. Non, un 3-4-3 de Montagnier. Peut-être. Les matchs Je sais amicaux, c'était 3-4-3, si je dis pas de grosses bêtises. Et c'était, on avait l'impression qu'il était recruté pour venir dans la rotation et pour avoir cette possibilité de jouer à 3 derrière. Mais peut-être qu'ils vont le retester, mais ça voudrait dire se priver d'un milieu ou un attaquant avec tous les joueurs qu'il y a déjà. Je sais pas s'il va s'embarquer là-dedans. Peut-être. Je sais pas. Après, on va penser à blessure. C'est une stat qui me revient. C'était le deuxième mec qui touchait le plus de ballons de tout le championnat de Ligue 2 et même aussi le premier défenseur dans la partie adverse des équipes. Donc c'est dans le 3-4-3. En fait, en Rouault, c'est un peu ce qu'on a vu comme Spearings quand il est redescendu face à Nancy, Rodez, je crois, si je dis pas de bêtises, où on avait une animation offensive avec Spearings qui redescendait un peu. Donc je sais pas, mais à voir. Mais bon, en tout cas, Nicolas Essen fait l'unanimité. Allez, bah parfait, je vais enchaîner avec notre japonais Ado Onaiwu. 22 matchs, 7 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un bilan quand même convenable. C'est pas mal quand même. Pas mal. En Ligue 1, des mecs comme ça, on n'avait pas eu. Peut-être des fois à la mi-saison qui avait 7 buts de passes décisives pour les attaquants. En fin de saison. Même pas Koulou Même pas Koulouris, non Même pas Diallo. C'est pour ça. Après, on y reviendra pour le débat. Après une intégration express et réussie, Ado a ensuite marqué le pas pendant plusieurs mois, avec, si je ne me trompe pas, 3 mois sans marquer. La machine va-t-elle vraiment se relancer après ces 2 bons matchs contre Nîmes? Est-ce que c'était tout simplement pas un problème de confiance, par exemple? Peut-être que je t'écoutais l'émission, ça l'a saoulé de se faire casser du sucre dessus. Il a dit la semaine prochaine, je leur mets 2 buts, ils ferment leur gueule. Hein. C'est possible aussi au final. Hein. Parce qu'il comprend pas, même si le traducteur joue à Cugno, je suis pas sûr qu'il comprenne. Alors il paraît que il y a la traduction sur le Facebook Live qui se met. Hein. Enfin la traduction. Moi je reste persuadé, et on l'a déjà dit dans cette émission. Moi déjà je suis fan d'Ado. J'adore ce joueur, je le trouve super intéressant. Intelligent, très intelligent dans ses déplacements. Dans ses déplacements et tout, il apporte au taquet de solutions. Et nous, on est dans un football de conso où on veut voir des buts, des petits ponts et on bande sur Ratao qui met un coup du sombrero. Mais moi je préfère un Ado qui libère un espace qu'un Ratao qui met un coup du sombrero. Mais bon, ça, c'est 2 visions du football, on va pas rentrer dans ce détail. Je pense aussi honnêtement que le mec, il a besoin de vacances. Il a enchaîné 2 saisons d'affilée. Il arrive ici, enfin je sais pas. Il y a le changement aussi, s'acclimater à une culture. De ne pas avoir pris de vacances, t'es un peu plus fatigué t'as un peu de méforme physique et je pense qu'il y a ce côté-là. Et le Japon, c'est quand même une civilisation totalement différente. Rappelons-nous de Genshoji qui n'avait pas pu s'adapter justement. Mais d'ailleurs, il s'est pas réacclimaté au Japon apparemment. C'est pas trop, on l'a gâché. Pourtant, quel joueur techniquement, bon, bref. Mais je pense qu'on a été déçus parce que justement, il nous avait habitués. On s'est dit, il n'y aura pas ce temps d'adaptation quand il arrivait, où il a de suite été mis en avant et il a de suite fait des super matchs, il a de suite été hyper important. Après il y a eu le trou d'air et je pense qu'en fait ce moment d'acclimatation a été là en plus du fait qu'il avait enchaîné 2 saisons consécutives. Mais voilà, il joue pas à son poste aussi, comme tu voilà, il jouait pas à son poste, joueur hyper intéressant. C'est vraiment un vrai neuf. On l'a vu contre Nîmes en Coupe de France où pour moi c'est un joueur d'axe, un joueur de profondeur et c'est un peu un gâchis de le mettre sur un côté alors qu'il pourra amener beaucoup plus dans l'axe. Alors justement, c'est ma question. Quelle solution pour tirer le meilleur de lui? Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est un turnover tout simplement, comme l'a dit Camille, lui donner des vacances? Est-ce que c'est des vacances là? C'est bon, il s'est pris 10 jours, je pense. On va lancer le hashtag des vacances pour Ado. Non, mais moi, Ado doit être titulaire. Moi, pour moi, après, je vais peut-être pas être objectif parce que franchement, j'apprécie le joueur. Mais pour moi, Ado doit être titulaire et doit être en concurrence avec Ratao. Avec Ratao, on va y venir après. Mais pour moi, Ado part devant Ratao. C'est dit. Oh, tu les as posé sur la table. J'ai des réactions, si tu veux, qui vont dans ce sens. Celle d'Amaury sur le Facebook Live. Pour lui, Ado, c'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, mais il n'est pas utilisé comme il faut. Il serait tellement bon, plus proche de Rissilé, à combiner et jouer en pivot. C'est vraiment du gâchis. Ouais, mais on joue jamais comme ça. C'est peut-être ça, c'est ça qui paye. Hein. C'est juste la manière dont on joue pas avec 2 attaquants. Cédric le rejoint aussi. On sait que lui peut jouer dans l'axe. Ça c'est sûr. Du moins, on n'espère pas, mais il y a aussi cette. Il y a Begraoui aussi. Ouais. On y reviendra plus tard. Pourquoi il est en dernier de la liste d'ailleurs, Même pas en plus, c'est pas vrai. Bon allez, j'enchaîne avec justement Raphaël Ratao. 11 matchs, 5 buts, 0 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et 5 coups du sombrero. Exactement, la recrue la plus tardive de ce mercato estival, qui démontre de vraies qualités offensives et techniques. Avec par exemple cette fameuse talonnade contre Auxerre. Non, quand même pas. Jalousie, monsieur Hermé, êtes-vous jaloux du talent? Non, mais enfin, tu n'aimes pas le foot. Mec, c'est pas non plus. Il en faut toujours un comme ça dans l'équipe. L'an dernier, on avait Ami Nadli et là, on a Raphaël Ratao. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il en faut toujours un qui invente des choses. Ça fait du bien à tout le monde. Oui.
Moi non plus, je suis pas. C'est un chat à Mireille quand même, la talonnade. Ils l'attendent 9 fois, il a réussi. Jamais tu y avais pensé, toi. Donc déjà, c'est vrai, bien d'avoir je suis pas pensé. brésilien, donc Toi, t'aurais remisé, toi. Moi, je suis un passeur. T'es un collectif. Tandis que c'est pas clairement au foot, le reste, ils s'en fichent. Exactement. Nous, on est en Ligue 1. Non. Horrible. Non, mais Ratao, en fait, ce qui m'énerve, Ratao, c'est je trouve, je suis désolé, je vais m'énerver un petit peu, mais je vais être un peu vulgaire, on se branle sur lui parce qu'il met trois petits points et 2 talonnades et ça reste. Et après, je pense sincèrement que c'est un bon joueur et qu'il est pour jouer plus simple et qu'il fait de bonnes choses. Mais je suis désolé, il y a j'ai plus le match en tête exactement. Il loupe tout son début de match, mais c'est foireux, ses contrôles, ses passes, ses déplacements, et tout qui est mauvais, il marque. Putain, on l'a retrouvé limite meilleur joueur de la partie, limite homme du match. J'étais là, bah non. Bah non, enfin je sais pas, enfin après c'est peut-être moi qui suis un peu trop exigeant avec le football, je ne sais pas. C'est un bon joueur, mais il a encore beaucoup de choses à faire, à progresser. Et moi, pour moi, je trouve qu'un ado est au-dessus pour le moment. Ce qu'il a surtout réussi, c'est la photo avec les supporters. Là. Oui, il y a ce côté popularité, oui. C'est le seul truc qui est. Moi, je trouve qu'il ralentit quand même énormément le jeu. Hein. Il n'est pas très rapide. Bah ouais. Et moi, je sais plus contre qui je l'ai vu. J'ai dit mais c'est pas possible ça. Il faut déjà qu'il perde du poids. Il faut qu'il soit plus affûté. Et après, il nous fera les sombreros autant qu'il voudra, mais pas nous ralentir le jeu comme ça, quoi. Après, je pense qu'on a besoin. Désolé, Nathan, on a besoin aussi de ce genre de joueurs. Pour longtemps là. Je pense qu'on a besoin de ce genre de joueurs aussi. Je pense qu'on en a jamais eu aussi des Brésiliens un peu feu-follés comme ça, et ça fait aussi du bien. Ça fait aussi du bien, c'est bien. Mais bon, voilà. Vas-y. Non, je vais dans le sens où Ado est peut-être plus intelligent collectivement, plus au service du collectif, et Ratao, il a un peu ce côté-là, un peu feu follet, un peu il peut débloquer un match à lui tout seul. Il vient défendre quand même. Des fois, il peut pas jouer. le branleur qui reste devant juste pour. Ah oui, non, bien sûr. Mais offensivement, ce ce qu'on lui demande, on va dire à premier abord, c'est offensivement peut-être de jouer plus simple. Après, moi, je pense que vraiment, ça peut être son rôle. Moi, je pense dans lequel il est meilleur, c'est vraiment en fin de match où il peut apporter, on va dire, un petit peu de folie quand un match est un peu bloqué ou qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Je pense qu'il peut avoir ce rôle-là pour débloquer une situation. Ouais. C'est des joueurs qui ont besoin d'être bien physiquement. Alors, on ne va pas le comparer non plus. Mais Ronaldinho, quand est-ce qu'il était bon? Quand il était bien physiquement. Voilà, tout simplement. Et quand j'étais bourré. C'est la solution. Non, mais bien dans la tête, mais oui, effectivement. C'est des joueurs un peu fantasques. Mais on a besoin de ça aussi. On a besoin de joueurs comme ça dans le football. Puis c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Non, mais ça, je dis et puis il peut te débloquer des trucs sur. Je dis pas le contraire. Je suis d'accord. Et j'aime ce genre de joueur aussi. Je pense qu'on en a besoin. Mais arrêtons de. T'as trop vu du Casa, toi. T'as trop fait du Casa. Enfin bref. Ouais, on a qui s'appelle Johan qui fait penser à quelque chose que j'allais dire aussi, c'est qu'un petit côté feu follet à la Fodé Mansaré, ça peut aussi rappeler quelques souvenirs. À Braten aussi un petit peu excentrique. Mais en tout cas, si on fait un 4-4-2 avec tous les exclus de la feuille de match, on a une attaque Begraoui, Ratao, franchement, elle est pas dégueulasse. Non, c'est faux parce que moi je ne l'exclus pas. C'est juste que je trouve que tout le monde là en fait des tonnes sur Ratao. Allez, Skita indice. Non, mais je pense que alors là, Henri a raison. Son côté que les supporters ça marchait. Rappelez-vous l'année dernière, Sébastien De Wast. Tout le monde se pignolait dessus parce que sur le réseau c'était le meilleur mec le meilleur, mais sur le terrain, je suis désolé. Il est bien Charleroi. Il nous coûte la montée quand même le Mister là. Donc c'est pas l'arbitre. Donc voilà, donc c'est bien aussi d'être proche des supporters. C'est très bien ce qu'il fait quand il fait ses petites danses, ses petits machins. Sa talonnade, c'était oui, c'est vrai que c'était joli aussi. Même si je pense que pour moi c'est un peu de chance. Mais voilà, après il y a du progrès, je trouve, pour Ratao. Il faut qu'il progresse dans plein de domaines. Voilà. Allez, je vais finir avec Ratao parce que le temps tourne. Est-ce que vous le considérez comme un titulaire aujourd'hui? Non. Ça dépend de la semaine d'entraînement. Enfin, j'ai envie de te dire. Il n'y en a pas beaucoup que tu. Ça dépend. Mais, et ça rejoint ce qu'on a dit sur Montagny qui s'adapte aux adversaires. Mais qui c'est que tu considères titulaire dans cette équipe-là? Il est Van Den Boomen, De Jager, je sais même pas si. Même plus, Spearings ou Dessler. Oui et non. Dessler évidemment. Et Max Dupé. Et voilà, Dupé. Ouais. Et Isiagassi par défaut. Et on l'a dit, Nicolas Hyssen. Moi je mets Ratao. Ça fait une moitié d'équipe qui pourrait. Moi je mets les deux titulaires et à la meilleure presta la semaine, tu joues. Ouais. Juste un petit mot intéressant de Cédric sur Facebook Live, c'est que Ratao a quand même un ratio minutes jouées, but marqué qui est quand même bon pour un ailier. Il doit gagner en régularité car il disparaît des matchs. Une touche de fantasy, ça fait pas de mal. Bien sûr. Exactement. Mais ça fait du bien. Bien sûr. Moi en plus je suis pas fan, ça fait du bien. Il y a cette caution fantasy de l'équipe et c'est cool quoi. Oui. Enchaîne. Allez, on continue. Merci Mehdi, merci. Avec notre Ratao là. Je vais ramener un mec du Brésil la prochaine fois. Non, il faut qu'on continue avec notre 5e recrue, c'est Denis Genreau. Je pense que là il y aura quand même un petit débat dessus. 17 matchs, 0 but, 2 passes décisives.
L'Australo-Français a un vrai potentiel, mais il lui manque peut-être un but pour se lancer véritablement. Barré par le trio batave, il réalise pourtant des entrées plus que correctes. D'où ma question, Genreau est-il une vraie trouvaille de la cellule de recrutement ? Oui, super sub. Oui. Moi, je trouve super sub. Plus titulaire que remplaçant, non Entre deux, hein. Entre deux, ouais. Encore entre deux, d'accord. Ouais, on sent que sur l'enchaînement des matchs, il y a un petit peu de mal dans la régularité, mais c'est un genre de profil aussi pour faire souffler les trois indéboulonnables, on va dire. Il a un super profil, quoi. Il a une adaptation encore. Il est en adaptation, c'est un mec qui a joué un peu en Ligue 2 néerlandaise, si je dis pas de bêtises. En tout cas, aux Pays-Bas, il a joué. Exactement. Et il arrive du pays, il est franco-australien, mais il a joué que là-bas, il est formé là-bas. C'est pas le même rythme, c'est pas la même manière de jouer au football. Tactiquement, c'est absolument pas le même football, mais c'est à des années-lumière. Il lui faut un peu d'adaptation là-dessus. Et moi, je trouve qu'il répond très bien aux attentes dans cette rotation-là, justement, dans ce qu'on dit. On a une équipe hyper mouvante qui peut bouger. Il peut être titulaire, il peut rentrer en cours de match. Après, c'est sûr que quand il a enchaîné, il a un petit peu baissé. Voilà. Il reste jeune. Une bonne intelligence de jeu aussi, hein, je trouve. Très intelligent pour une progression surtout. Une progression entre son premier match et ses derniers matchs. C'est hallucinant la vitesse à laquelle il s'est adapté. Il a réussi quand même à imposer sa patte. Je veux dire, c'est pas un joueur qui rentre pour être le remplaçant. C'est un joueur qui rentre pour faire du Genreau, vraiment. Il s'adapte vraiment bien à ça, et au final, dès qu'il faut faire rentrer un milieu en tant que titulaire pour faire souffler les titulaires ou en tant que remplaçant, c'est lui qu'on coche directement. Puis, je sais pas si vous avez remarqué quand même, les gars, 5e recrue, 5e bon gars. Oui, ça compte. C'est intéressant aussi avec Genreau, c'est qu'il est issu comme d'autres d'un championnat dit mineur. Championnat australien, division 1 australien, c'est pas terrible quand même. Et donc il faut aussi qu'il s'adapte aux jeux européens et à la Ligue 2 française, ce qui n'est pas toujours simple et facile. Et je rebondis sur ce que tu disais. Ce qui est intéressant, moi qui n'étais pas fanat du recrutement de data ou purement de data, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un recrutement de data, c'est vrai. Mais derrière, il y a une observation terrain et la personnalité qui joue. Et comme Oli l'a dit plusieurs fois, on vérifie qu'ils puissent bien s'adapter, bien s'intégrer, que ce sont des bons gars. Que Montagnier l'a dit en début de saison, j'ai un groupe avec des gens bien éduqués. C'est curieux de dire ça quand même. A priori, ils sont tous bien éduqués, mais ça veut dire que quelque part, par rapport à d'autres clubs qu'il a connus, là, il trouve avec des gens qui sont assez réceptifs, assez à l'écoute et qui peuvent rentrer dans un projet de groupe. C'est pas mal quand même. Ouais, moi je suis d'accord. Là, depuis un an, on a recruté pratiquement que des gars bien aussi. C'est intéressant. Donc Genreau, il lui manque des stats. Ouais, peut-être. Il manque des stats, mais après dans le jeu, il est pas. Dans un monde de stats, ouais, mais il est quand même très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça compte aussi. Je trouve ça pas mal, ça mais c'est. Pour Amaury, il est pas la Camille de la Conta est pas content, mais. Non, moi j'aime bien Genreau. Non, moi je suis satisfait de Genreau. Et une vraie trouvaille, oui, carrément. Amaury, pardon, paraît qu'il y a ses fans. Il dit juste qu'il semble un peu dans le dur physiquement parfois, mais qui a progressé. T'as les voyages aussi, comme ado, on n'en a pas parlé, mais les voyages internationaux, Australie, Japon, machin, ça se joue aussi dans les week-ends. Surtout quand il fait le voyage pour cirer le banc, ou parfois même pas être dans le groupe, c'est un peu dur, quoi. Ça lui fait une place de match offerte, c'est bien. La télé, c'est bien aussi des fois. Mais après, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un gros potentiel, quoi. Oui, totalement. Il y a quelque chose. Allez, parfait. On enchaîne avec Logan Costa. L'élu. C'est du harcèlement maintenant. J'enchaîne avec cette fois Logan Costa, 4 matchs, 1 but et 0 passe décisive. Puisque c'est le dernier défenseur central de la hiérarchie, Costa, il se contente de la Coupe de France pour briller. Mais à 20 ans, malheureusement, il manque encore cruellement d'expérience. Voilà. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur lui parce qu'on le voit qu'en Coupe de France. Donc, il a quelque chose, il a sa place. C'est un mec qui est international et puis on verra bien. Il navigue pas mal. Il y a des trucs intéressants. Moi j'aimerais bien en Ligue 2 avoir un 4e défenseur central comme lui, je pense. Avec ce potentiel-là, c'est plutôt intéressant. On a encore de 20-24 matchs en fonction du parcours en coupe, donc il aura forcément sa place à un moment aussi. Puis on sait ce qu'il vaut maintenant. Si on passe à 3 derrière, au final, on a juste 5 défenseurs centraux. Ça va vite. Puis les mercato aussi. Le micro avec son 3-5-2. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin du mercato aussi. Il y a un mois, il peut y avoir des départs. On sait jamais. Ouais, intéressant. Il y a Gabrielsen qui est revenu. Oh là, et Rogel. Agostino Rogel. Voilà, on enchaîne peut-être. Alors justement, question, est-ce que vous le voyez s'imposer à moyen ou long terme au TFC ? Alors après, j'avoue que c'est compliqué de parler, on a vu 4 matchs, mais... on l'a peut-être pas assez vu jouer. Et... On fait la même question en 6 mois ? Et surtout, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on l'a très souvent vu jouer à la télé.
c'est pas la même chose aussi Non, je pour l'ai au l'impression visuelle. En Coupe de France, Coupe de France, ouais. Ouais, voilà, la Coupe de France, on a tous vu, c'est que voilà, il faut le voir en vrai, plusieurs fois. Allez, on enchaîne, c'est le moment. Mon petit chouchou, le 7e recrue. Vous allez me tomber dessus encore. Yanis Begraoui, donc 14 matchs, 0 Jouer but. 14 matchs déjà, Oui. ça, c'est 14 entrées. 14 entrées, ouais, 14. même. Après, il y a plusieurs titularisations en Coupe de France aussi. Mais... Donc 14 matchs au total, 0 but, 0 passe décisive. C'est sûrement le plus gros flop de ce mercato, soyons honnêtes. Avec ce bilan famélique, il n'a encore été jamais décisif et semble reculer même dans la hiérarchie des attaquants. En témoignent ses entrées de moins en moins régulières en championnat. Alors, petite question. À quelle heure est le train pour venir à Auxerre? Alors non. Parce que tout à l'heure, Amaury, il a lâché un truc aussi sur les commentaires. Ça, tu pourras la lire. Ouais, elle est mignonne, celle-là. Elle était marrante. Ouais. Alors, nos questions, parce qu'on en a quand même plus sérieusement débattu. Quel est le problème de Begraoui? Est-ce que c'est un problème de mental? Est-ce que c'est un problème de confiance? Ou tout simplement un manque de niveau? Un problème d'Oxens peut-être aussi? Non. Je pense qu'il est moins au niveau que tous les attaquants qu'on a. Quand tu regardes un Ilé qui est en top confiance, qui connaît ce championnat aussi, lui, mine de rien, à Auxerre, il n'a pas eu énormément d'expérience aussi, où il n'a pas fait énormément de matchs. Il y a aussi ce côté où il lui manque peut-être ce déclic, ce match où on voit où il peut amener sa patte, la patte Begraoui. Malheureusement, en fin de match, on a vu qu'il y a du ballon. On a vu par moment, il y a quelque chose, mais voilà, il lui manque peut-être ce petit grain de confiance. Et voilà, j'espère pour lui, parce que mine de rien, ça a l'air d'être un mec bien aussi. Donc, qu'il arrive à débloquer sa situation, ce serait bien. Elliot. Moi, je pense que c'est plus une question de pression parce que avec l'équipe réserve, il fait de beaux matchs, non? Oui, il a des stats en plus. Ouais, c'est pas le même niveau après. C'est pas le même niveau, c'est pas. Peut-être les supporters aussi. Oui, il y a ça aussi. Hein. Il vient quand même d'une ville où il marchait bien, il était attendu et tout. Il se retrouve, il n'est pas parti non plus à très bon terme, donc il avait des choses à prouver. Au final, Toulouse, c'est quand même, comme disent beaucoup toutefois, c'était l'équipe de Ligue 1 à Ligue 2, donc peut-être que la marche devait être trop haute pour le moment. On l'a eu gratos, il a 20 ans, on l'a eu gratos, il a 20 ans, laissons-lui le temps, comme Logan Costa. Et puis on avait un Gignac dégueulasse une saison alors qu'il avait plus de promesses qu'elle est arrivée, il a eu la saison d'adaptation, puis ça allait après, on a eu beaucoup de joueurs comme ça. Il a 20 ans. Mais je lui souhaite, moi, franchement, je lui souhaite. Je vais passer pour un hater. Et puis n'oublie pas qu'on a un 16e de finale grâce à lui, parce qu'il a mis le penalty. C'est pas parce que Samuel est ton idole niveau Ilé que tu dois t'y mettre. Mais quand tu le vois jouer, les qualités qu'il a, tu as espoir. Il faudra un déclic. Il faudrait une déclic, peut-être que ça viendra de lui. D'ailleurs, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu sens que c'est un joueur qui en est capable. Voilà. Puis on voit la bonne mentalité. C'est peut-être le plus important. La bonne mentalité quand il joue en réserve aussi, on en parlait tout à l'heure. Il est toujours au rendez-vous. Il essaye toujours de faire le meilleur de lui-même. Donc voilà, je pense qu'il est quand même assez impliqué et qu'il lui manque peut-être ce but qui lui manque pour débloquer sa saison. Laissons-lui du temps. Ouais. Laissons-lui du temps. Il aura sa chance. Il fera partie des joueurs qui forcément joueront en seconde partie de saison et je pense qu'il peut réussir à faire une bonne fin de saison. Regardez, je prends l'exemple d'Eliott parce que j'ai parlé de Liverpool, mais Origi à Liverpool. C'est pas le même truc, mais c'est des mecs qui jouent pas, mais qui des fois on a besoin d'eux sur des fins de match ou des trucs. Ce sera peut-être lui qui va nous marquer le but de la montée ou un but décisif et au final ciseaux à Ajaccio 38e journée. Ouais, ça on lui souhaite quelque chose et on en sait une carrière de football peut aller tellement vite. Effectivement. Allez, je vais terminer avec notre 8e recrue. Pour être honnête, je l'avais oublié quand j'ai préparé la chronique. Cléry Cerbère. Puisque, effectivement, aucune apparition pour lui. Cerbère, c'est le seul joueur de champ de l'effectif à ne pas avoir eu encore sa chance. Il se contente de la réserve pour se fortifier, mais jusqu'à quand? Donc, question, comment débloquer sa situation? Un prêt ailleurs? Le tester en Coupe de France? Auxence, il est agent en plus, t'as vu? Tu as des clubs lui conseiller du coup Non, le problème c'est pour ça parce que bon, il connaît déjà, c'est bon. Parce que le problème c'est qu'après j'ai fait un petit top flop de ce mercato, c'est compliqué de le mettre dans les flops parce que personne ne l'a vu jouer. Donc, sauf ceux qui l'ont vu en réserve. Ouais, voilà, mais. Bon, il est au niveau en 3. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu sa chance. Même pourquoi après, pourquoi Van Den Boomen, Degereux, Spearings, Jean Rowe, Mboué, je pense qu'il est devant aussi. Skita aussi, t'en as déjà 6 pour 3 ou 4 places. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, manque de chance, peut-être ça viendra. Non, mais une entrée par exemple à Libourne ou Trélissac, c'était quand même à son niveau, sachant que, comme le dit Mehdi, il a le niveau N3. Quel âge il a? 22, non? Il est un peu plus âgé. Ouais. Il a 22 ou 23 déjà. Lui. Ouais, par là. Je vais le voir, je vais vous dire. Je vais chercher ça. On va voir ça, non, mais après,
S'il y a un déchet sur 8 23 recrues, voilà, 23 ans, un déchet sur 8 recrues, bon, mais voilà, en plus c'est un mec qui a pas l'air de faire trop de vagues, il fait ses trucs, il est quand même, je pense, un de ceux qui jouent le plus avec la N3 et il attend son opportunité, elle viendra, pas, on verra. Et puis voilà, t'imagines s'il y avait 8 bonnes recrues? Avant, on cherchait les bonnes recrues. Maintenant, on cherche les mauvaises. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais oui. Donc, tant mieux. Tes top, tes flops, mon petit Oxens, pour finir. Alors, top. Flopiné, peut-être. Non, en top, j'ai mis Dessler et Ratao. Et en flop, j'ai mis Begraoui. Je sais pas ce que ça avait décousu son record. Messieurs, d'accord, ou vous en rajoutez un? Dessler Rado, plutôt. Pour moi, personnellement. Dessler au-dessus. Dessler Rado, Jean Gros. Moi, je vois aucun flop. Ben ouais, je suis un peu d'accord. Si, Begraoui pour le moment. Pour le moment, Begraoui est un flop. Pour le moment. Peut mieux faire. Pour le moment, on attend mieux de lui. Il a les encouragements au second trimestre. Oui, exactement. On attend mieux. Hein. Il y a quoi cette discipline qui avec Auxence bientôt quand même? Rappelons-nous des rentrées de Rissilé en début de saison dernière, où tout le monde disait d'où il sort, il a un petit niveau, il a pas la technique. Bis à Samuel. Et voilà. Et après, il chantait le Illy on Fire, Samuel. Voilà. En faisant une danse sur le toit du stadium. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On se revoit dans 6 mois pour le bilan. Le bilan et en espérant pas faire un bilan de montée en direct de Ajaccio pour fêter la montée de Ligue 1 et de pas être frustré d'un barrage. En tout cas, je pense que globalement c'est quand même satisfaisant ces premières saisons. On n'a pas trop parlé de ça, mais le retour du public aussi, on en a parlé en début d'émission, mais je pense que ça joue aussi un rôle. Les Indians qui étaient vraiment prêts aussi. Dans tous ces bons résultats. Se refaire plaisir au stade comme ça faisait longtemps et ça. Ouais. Et les affluences qu'on voit. Exactement. Les affluences, quand on compare par les affluences Ligue 1, Ligue 2, on n'est pas mauvais du tout. Top 10 surtout que week-ends. la différence, c'est que 15 les 15 000 personnes qui sont venues contre Sochaux, les 15 000 personnes sont venues pour Toulouse. Et ça change tout. Oui. Ah oui. Ça change tout. Oui. Et c'est vrai que ça change d'attendre un match comme ça. Moi, c'est vrai que le Toulouse-Sochaux, j'avais pas attendu un match depuis, depuis la remontada, peut-être, je pense. Qui aurait pu croire que sur un Toulouse-Sochaux, on s'ambiance comme ça, en plein automne, Toulouse-Sochaux. Ouais, c'est Toulouse-Sochaux. La dernière ambiance que j'ai vécue, je pense que c'était 2009, la défaite face à Guingamp. Une aussi chaude d'ambiance avec autant de ferveur. Non mais ouais, c'est vrai. Un virage complet, quoi. Un virage qui chante du début à la fin. On était à fond avec des trucs. Et puis là, c'était comme il dit Henri, Toulouse. Sochaux, enfin voilà, mais c'était beau et ça fait plaisir. On espère qu'on pourra vite le retrouver, qu'on ne sera pas non plus bloqué éternellement à ces 5000 ou voir des stades vides, parce que je pense encore honnêtement que l'année dernière ça a pu nous coûter quelques points et certainement la montée. Messieurs, on a débordé énormément. Je s'en fous. Mais d'accord. Mehdi revient, il a plus rien à faire. Et là, il s'en fout. Tu vas négocier avec les forces en présence, du coup. On va passer sur un petit quiz. On commence par lequel? On commence par la déconne ou par le sérieux? Je sais pas pourquoi tu me regardes. Sérieux. Le sérieux? Et ben allez, on commence par le sérieux. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Sérieux, c'est Auxence, bien évidemment. Il faut un stylo ou pas? Parce qu'il ne déconne pas. Allez, si vous en avez un, prenez-en un. Il se la raconte, il a un stylo. Voilà. Il faut vraiment un stylo? En vrai, tu peux faire 2 têtes, mais. Ouais, 2 têtes. Ok, stylo. Non, parce que personne n'en parle, mais c'est quand même la dernière émission de 2021, normalement. Et donc, pour bien préparer 2022, j'ai décidé de faire un petit quiz spécial 2021. Eh bien. Waouh, mais après, c'est une logique dans tes choix de thèmes. C'est incroyable. Je crois que t'avais parlé de Libourne Saint-Seurin. C'était juste l'introduction. Je la connais pas, à mon avis, on va partir sur autre chose. Allez, Auxence. C'est pour ça. Donc, là, 5 minutes les deux. On va faire vite, rapidité. Combien le TFC a-t-il remporté de matchs, toutes compétitions confondues, sur l'année civile 2021? 27. 17. Non. 18. 28. 16. 23. 22. 19. Non. 20. 30. 18. Ouais, 30, c'est ça. Autant que ça. Tu connais des amicaux Et aussi? civil. Ah putain. Année civile, ouais. 21 en championnat, 7 en Coupe de France et plus les 2 barrages de Ligue 1, Ligue 2. Oui. Je crois qu'il avait compté les amicaux. Voilà. Il y a peut-être des amicaux, c'est sûr. Non, les amicaux, je les ai pas comptés, j'avoue. Rapidité, autre question. Qui était le premier buteur de 2021? Gabriel Sen. C'était en Coupe de France, ça, non? Championnat. Adli? Antiste. Bayo. Non. Ah, c'est Yeguereux. C'est pas Illy? Spearings. Oui, Spearings, c'est ça. C'était la... Penalty, non? Non, c'était la grosse mine contre le Paris FC, au Stadium. Voilà, c'est La ça. seule fois où Yves n'avait pas dit le tir à 25 mètres et qu'il l'a mis. Exactement. Et autre question rapidité. Qui est le dernier scoreur de 2021? Il est. Voilà.
C'est ça, il y a quelques semaines, enfin il y a même pas, il y a une semaine vite, contre là. Nîmes. Tu respires plus vite là. Alors la semaine est passée où là? Nathan, on fire. calme. Il a la ventoline de Fro, mais encore ira là. Allez, on continue, question rapidité. Combien de buts marqués par le TFC, toutes compétitions confondues, en 2021? 112. Combien? 112. Non, 112, moi j'ai dit 78. Non. 82. Non. 85. Non. 11. 70. Non. 66. 38. Non, on a 40 et 38 l'année dernière. 79. Non. 78. Non. 80. Tu peux te faire feuille un peu. 52. Non. 53. 55. 54. Plus ou moins déjà? Dites un chiffre. 55. Un chiffre. 50. Plus. Sinon, 60. on fait un tour de rôle et le plus proche. Ah, si vous voulez. 70. Ok. Ah, c'est à moi, pardon. 78. Ok. 68. Ok. 81. Ok. 82. Elliot. 57. Et le plus proche, c'est Camille. 87 buts. Et parce qu'on Eh est à ben. 40 là et 38 l'année dernière, donc c'est déjà 78 buts. Ah oui, mais non, ça marche pas. Oui, mais il y a les coupes, il y a les coupes. Ah ouais. 9 Ouais, buts bon, en bref, coupe, bon, peut-être. ouais, Ouais, écoute, toujours les coupes. Bon. C'est comme Pelé qui connaît les buts qu'il a marqués à l'échauffement. Allez, je vais terminer ce petit quiz 2021 par une mort subite. Donc là, c'est chacun son tour jusqu'à l'élimination. En 2021, C'était maillon fête. Au revoir. En 2021, le TFC a connu 21 buteurs différents. À vous de me les retrouver. Qui commence? Un par tour, du coup, on Oui, mais fait commence. le tour de la table. Vas-y, commence. Il est, c'est bon. Camille. Van den Boomen, je note son portable, je ne cherche pas. Je préfère assurer, je vous le montre. Hein. C'est bon, Van den Boomen. Henri. Spearings. Oui, c'est bon. Nathan. L'hélico. Bayo. Ça marche. Elliot. Ado. Ado, oui, je l'ai vu, ça marche. Mehdi. Diakité. Diakité, je l'ai vu aussi. Ado. Oui, ça a été dit. Diakité, je l'ai vu, oui, c'est bon. Nicolas Hyssen. C'est bon aussi. Ro. Je l'ai vu, ouais, c'est bon. Baresh de Jager. C'est bon. Diver. Si tu nous écoutes. Machado, c'est bon. Putain, mais il m'a volé Machado, du coup. Ah, ça va, tu vois pas. T'en as d'autres. Vous avez volé Machado. Roux, je sais pas. Rouault, déjà ça a été dit. Éliminé. Il y avait les cheveux sur les oreilles. Mehdi. Rataou. Rataou, c'est bon. Gabrielsen. C'est bon. Adli. C'est bon. Nicolaisen. Ça a été dit. Ah. Nathan. Begraoui sur penalty pour nous qualifier. Est-ce que ça marche? Parce qu'il est important celui-là. Non, ça marche pas, ça. Ah. C'est but officiel, pas des pénaux. Ça va. Mais merci pour la vanne. Avec plaisir. Petit. Quoi, c'est bon? Ah, mais Non, tu non, es ça éliminé? compte- Ça compte pas. Ça compte Je suis pas. éliminé, ouais. Bah, oui. Ah, pardon. Bangré. Bangré, c'est bon. Antiste. Antiste, c'est bon. Logan Costa. C'est bon. Là, vous êtes plus que tous les trois, donc Mehdi. Ah, c'est à moi? Ouais, vous êtes plus que tous les trois là, donc. De Wast. Non, il n'est pas marqué. Je pense à lui. Ça se joue entre vous deux. Silla. Non. Dessler. Et c'est gagné. Oh là là. Et vous avez été stupide parce que déjà, Auxence il a marqué 8 recrues là. Et il y avait des nombres de buts. Donc déjà, Logan Costa, je vais pas te mentir, je l'ai vu sur ma pêche. Il a manqué 4 quand même dans tout ce lot. Je voudrais juste lancer un appel à la régie si elle nous entend. D'accord, la régie ne nous entend pas, c'est pas grave. On enchaîne. Ils sont perdus, je sais pas. La régie, s'il vous plaît, il faut aller récupérer les pizzas à l'extérieur, je vous remercie. J'y vais. Donc dans tout ça, il manque quand même 4 joueurs. Ngoumou, Oh putain. On était mauvais là. Diane l'a trouvé en commentaire. Bravo. Steve Mvoué contre Auxerre. Oui. Exact. Et enfin 2 joueurs de la saison dernière. Morera. Manu Koné Bah oui. et... Morera. Non, Non, mais je un défenseur. Qui ça? Qui est parti, ouais. Défenseur? Ouais. Ben Non, Non, j'ai dit Gabriel Sen qui est parti. a Morera? Il nous a pas marqué. Rogel. non. Mais. Marqué. Ah, mais non, que ça s'appelle? Rogel. Mais formé au TEF, oh purée. Et oui. Le jeune qui... Kelvin Namian. Voilà, Merci. merci. C'est ça. Il jouait là l'an dernier. C'est ça, Oui. mort subite, c'est ça? Oui. Et on a retour. tous les buteurs, joli, c'est bon. Joli. J'ai eu un trou, j'avais oublié qu'Amiens était là l'an dernier. Ouais. Ça Ouais, va pareil. vite le football. hein. Je vais enchaîner avec mon quiz du Ou coup. on enchaîne avec le quiz de Vincent. Allez, Allez, ça va être stupide. rapide. Oh, t'as dit quoi? Non, rien. Quiz rapide, ok, j'ai compris. Quel est le plus petit buteur du TFC cette saison? Ili. Cette demi-saison? En petit en taille. Ah bah oui, pas Ili. petit 1 km. Bangré. Non, bah, tout le monde peut jouer, hein. pour info. Skita. Non, Il n'a pas marqué. Il n'est pas marqué encore. Rataou. J'allais dire Jean-Ro, mais il a pas marqué. non, non, un milieu. Jean Ro. Non. Deyaguerre. Oui, De Jagereux, 1m74, c'est le plus petit buteur. Deyaguerre. Et j'ai regardé, c'est sur tous les buteurs, je crois qu'il y a eu
15 buteurs différents. Il y en a 11 qui font plus d'1m85. On a C'est 15. Et combien marqué de la tête? Eh bien, pas tant que ça, ça le pire. On a beaucoup de grands joueurs au TFC. Qu'est-ce mine de que rien. c'est intéressant. Ouais, et je t'emmerde. Quel est le plus jeune buteur du TFC cette saison? MV. Costa. Oui, MV. Ouais. Quel âge? 19 ans et 3 Oui. mois. T'es son père ou quoi? Combien tu payes de pension? Pas moi. Ah, c'est 50 euros prix. Quelle est la pension alimentaire de Camille? Vu la cave, c'est peut-être pour ça. Quel est le nombre de buts? Ça va être tour de rôle. Le nombre de buts marqués par le TFC cette saison entre 15h et 16h. Question de merde. Et on va commencer par Auxence. 18. On va continuer avec Mehdi, pardon. 10. Nathan. 7. Henri. 8. Camille. 10. Elliot. 5. Il y a beaucoup de bonnes réponses parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui a trouvé, c'était 9. Il y a 9 buts pour le TFC entre 15 et 16. Donc 8. C'est pas le numéro de Begawi, 9 aussi? 11, c'est le 11 en plus. Ah, le 11, c'est pas le 9. Attends. Comment t'as trouvé ça? Alors, je suis allé donc, j'ai ouvert les 19 matchs Soccerway, j'ai supprimé tous les matchs qui n'avaient pas lieu qui ne commençaient pas 15h et j'ai regardé tous les buts du TFC de la première mi-temps. Oui. Voilà. Tous Et les les matchs vidéos qu'on sont a arrivées, joués, on va donc rendre l'antenne en direct, c'est bon. Rien à foutre de ces- T'es en vacances en ce moment, non? Mais même pas ça le Ah pire. putain, c'est fonctionnaire, ça. Et tu sais, bref, il y a des gens qui travaillent aussi quand après le travail. Ouais, allez. Le nombre de matchs à l'extérieur du TFC qui ont eu lieu dans des stades portant des noms de gens. Rapidité. 12. Non, c'est moins. 9. C'est moins. 8. C'est moins. 5. 5. C'est Camille qui les a dit et Camille va donc citer les 5. Gaston Gérard. Oui. Quel club? Dijon. Ok. Dornano. Ah Non, c'est plus Dornano C'est encore. c'est pas dans nos. Diochon-Quevilly. Diochon-Quevilly, oui. Ouais, Stade des Léopards. Ouais. Mais tu parles de cette saison ou Cette sur saison, la demi-saison. La demi-saison. Putain. Parce que moi, Monsieur Noustecamp. Non, ouais. Charletti. Oh, on embrasse Jean-Michel Noustecamp. Henri, Charletti. Non, Charletti. Si, pardon, Charletti, excuse-moi. Oui, Charletti, t'as qu'elle avait 6 en fait. Il y en avait 6. Ah, mais super. Mais c'est pas grave parce que Camille il est gentil, je l'aime bien. Monsieur Costière anime, très important. Jean-Louis Maire de- Costière, maire de 1920. Nîmes de 44 à 49. Connu pour sa descente. Oh, j'en sais rien. Bon, allez, je vous dis les autres. On avait donc Marcel Picot à Nancy, Gaston Gérard à Dijon, Marcel Tribu à Dunkerque, Robert Deschamps à Rouen et René Gaillard à Niort. Pour terminer, Oh, quel C'est en stade culture. de merde. le nombre de kilomètres parcourus via Maps, itinéraire le plus rapide par l'autoroute de stade à stade. Donc 2 fois du coup parce qu'on reste pas là-bas. T'imagines quand même la galère de rester à New York toute sa vie ou toute la journée, bref. Le nombre Avec parcouru, donc il y a eu 10 déplacements environ. Donc on part du stadium, on va au stade machin et on revient. Il y a eu 10 matchs. Je le veux à 5 km près et ça va être tour de rôle et on va commencer par Mehdi. J'ai pas compris. Donne un gros Le chiffre nombre de de kilomètres kilométrage. parcourus de stade à stade. Du stadium au stade extérieur et en revenant. On doit pas les matchs Il y a eu 10 matchs au internationaux. total. Ah ouais, mais tu comptes pas les allers-retours quand on a été mis au vert, quand on est venu au stadium, tu nous. Non, parce que déjà les joueurs prennent l'avion la plupart du temps, donc ça compte pas. Donc ou... attends, on a été 9 fois. Allez, attends, il y a 18 mois là, on a été 9 fois à l'extérieur. Les pizzas pas de fraude. 10 fois extra. Hein 10 matchs 10 extra. fois. Ah, parce que tu comptes les coupes? Non. Ah non, ça en est coupes. Ah oui, 10 fois, pardon. 10 fois. Effectivement, Bon, c'est- t'es trop long, on va. Passe On à va autre qu'on dit chose, ça. s'il te plaît, Allez, le temps de Mehdi. calculer. Mehdi, Nathan, pardon. M'insulte pas, quand même. Alors, nombre de kilomètres. Il t'a insulté par contre. Bon, Nombre de kilomètres. Oui. Voilà, Très c'est entre 10 et 20 000, voilà, vous me saoulez. Je donne une fourchette, quoi. Jamais y arriver. Entre 10 et 20 000. 14 622. Ok. Et démerde-toi avec ça. Merci. 18 283. Ok. 16 993. Ok. J'aurais dit 8000, mais. C'est pas dans la fourchette. 18 000. Ok. Elliot, je les confonds. compris la Je confonds les jeunes. Elliot. 7666. Mehdi. 12 500. Eh ben c'est Mehdi qui gagne puisque c'était 13 102 km. Voilà. J'ai Du coup, fait je le m'appelle- calcul, c'est pour ça. Eh ben, je comprends. Ouais. Et je Le m'appelle temps que j'arrive à calculer je m'appelle un peu Mehdi, donc j'ai gagné. Allez, donc ça fait vous partagez la victoire et les pizzas. Merci à vous. Eh. Ça tapait dans les pizzas là-bas. C'est dur de lancer un jingle la Non, bouche mais pleine. il était distrait par l'autre. C'est sûr que tu essaies de saboter le travail d'Eliott. C'est moche, Mathis. Pour une fois que mon quiz est bien. Bon, on a fait 1h40 d'émission, messieurs. C'était un peu exceptionnel. C'était l'heure du bilan. Merci à toutes et tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. Merci à toi, Henri, d'être venu avec nous dans les studios. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Merci à toi, Mehdi, aussi sympa de t'avoir en tant que chroniqueur. C'est vrai que c'est assez agréable de Invité, t'entendre. invité. À bientôt pour le bilan de fin de saison, Mehdi. Tu reviens quand tu veux. Il y a des vacances scolaires d'ici là, je reviens. Ah.
Auxence, Vincent, Nathan, merci à vous, merci à Mathis et Elliot. Exactement, c'est bien pour ça. C'est là où t'es le meilleur. Merci à Marianne pour les photos que vous retrouverez très bientôt sur tous les réseaux. D'ailleurs, les réseaux, Vincent. Le Facebook, la feuille de match, Instagram, la feuille de match attaché, Twitter, F2M-8 foot, le site internet www.lafeuilledematch.com. Et c'est pas à samedi pour les chipots, c'est à de suite pour les pizzas. Ciao, ciao. Ciao, ciao.